Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec des invités exceptionnels. Non mais exceptionnel. Je le dis jamais, hein. C'est la première fois que je le dis dans une de nos émissions. Mais on a vraiment des invités exceptionnels pour vous parler de plein de jeux. C'est énormément de plaisir pour moi aujourd'hui de regarder. Mais non, parce que vous êtes un éditeur. Vous venez en tant que Yellow, Pierre-François et Gauthier. Vous êtes là tous les deux pour nous parler de tous les jeux que vous allez éditer pour certains. Parce que Yellow, on le sait, c'est un éditeur. Localisé pour d'autres, parce qu'on le sait aussi, Yellow localise des jeux de société distribués encore. Puisque, on le sait, vous le savez, Yellow, c'est aussi un distributeur, ce qui explique la raison pour laquelle il y a pas mal de jeux qui sont présents derrière nous. Vous m'avez posé la question, dans ce format, est-ce qu'on présente tout sur le même plan? Est-ce qu'on sélectionne les jeux qu'on va vous montrer? Et on s'est dit, d'un commun accord, que si on les prend tous et puis on va regarder ensemble, pourquoi? Parce qu'on est des joueurs et parce que ça nous excite de découvrir plein de jeux comme dans un grand magasin. Je vous préviens d'entrer, prenez un petit papier. Vous pouvez utiliser les commentaires de cette vidéo, évidemment. Ouais, prenez des notes. Prenez des notes. Ouais, voilà. Notez-vous les jeux. Exactement, mais c'est ça. Et je le dis à chaque fois, moi je suis curieux de savoir les jeux qui vont rentrer dans votre ludothèque, ceux qui vous attirent, ceux sur lesquels on vous a créé des envies. On s'en excuse un peu, mais en même temps, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. C'est pour se créer des envies. Pour moi, l'envie, c'est déjà le début du plaisir. Avant de rentrer dans le magasin, attendre un jeu, l'avoir noté quelque part dans un petit coin de sa tête, et être excité quand il sort, c'est le début du plaisir, qui se poursuit avec des parties mémorables, merveilleuses. On va parler de tous ces jeux, mais juste avant, qu'est-ce que vous faites l'un et l'autre chez Yellow? Quel est votre rôle? Alors, moi, je suis un responsable des localisations et des partenariats au sein de chez Yellow. Oui, donc toi, c'est spécifiquement les jeux qui sont édités par d'autres éditeurs. Exactement. À l'étranger. Je vais chercher les pépites dans les pays étrangers pour les ramener sur le marché francophone. Et du coup, tu te déplaces particulièrement? Oui, beaucoup. C'est vrai. Beaucoup de salons en Allemagne, beaucoup de salons aux États-Unis. Et puis après, on a des partenaires phares comme CGE, Cosmos ou Mindware aussi, qui sont des partenaires historiques pour lesquels on suit le catalogue, on se rencontre régulièrement pour voir les nouveautés, pour voir ce qui arrive et comment on pourrait le localiser en français. Et vous faites pas tout. Ça, c'est important de le signaler aussi, parce que c'est vrai que les gens pourraient avoir tendance à dire, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous êtes aussi un distributeur, c'est important. Forcément, il y a beaucoup de jeux chez un distributeur, mais vous sélectionnez vos jeux. Chez CGE, il n'y a pas tout qui sort systématiquement. Chez CGE, on a quasiment tout fait, mais par exemple, Cosmos, Cosmos, on ne peut pas tout faire parce qu'ils ont un gros volume, ils sont très importants en Allemagne, et là, du coup, on sélectionne les titres les plus pertinents, ceux où on pense, ceux qui nous plaisent le plus déjà, et ceux où on pense qu'il y a le plus de potentiel sur le marché. Ouais, donc il y a un choix, c'est un travail, il y a une recherche. Parfois, j'imagine, il faut jouer des coudes aussi, parce qu'il doit y avoir de la rivalité vis-à-vis des autres éditeurs. Très compliqué, de plus en plus, il y a de plus en plus de monde, le marché francophone est très très dynamique, et ce qui est très bien pour nous. Ouais. Mais il y a des dossiers, enfin moi je me rappelle de Mindbug, quand j'étais en discussion avec Marvin pour l'avoir, il me dit, ben oui, mais bon, il y a quand même 9 autres personnes qui le veulent pour la France, pourquoi ça serait toi? Ben voilà, on essaye de se défendre, après... 9 autres personnes. Vous vous rendez compte un peu du nombre de personnes qui ont envie parfois d'arracher un jeu pour le rajouter à leur catalogue? Ouais, non, c'est pas tous les jours facile, mais après, voilà, c'est beaucoup une question de confiance entre partenaires. C'est pour ça que, plus que de faire un coup, on essaye d'accompagner le partenaire et de voir jusqu'où on peut aller avec eux. Mais oui, on sectionne. Moi, j'ai une équipe de 3 personnes avec moi, dont Vianney, dont le métier n'est que d'animer pour nous les jeux que l'on reçoit pour pouvoir les sectionner. Donc, lire les règles, nous faire jouer, voir les points positifs, les points négatifs, etc. Et on a vraiment besoin de se structurer comme ça pour faire les meilleurs choix, et il faut aussi aller extrêmement rapidement parce que y a plein de personnes qui veulent aussi avoir les meilleurs. Là justement, j'ai 2 jeux qui sont devant moi parce que c'est parmi les premières sorties, ces 2 jeux-là. Je crois que ce sont des jeux qui ont été publiés à l'étranger. Oui, c'est 2 localisations. Sur Spot, sur une attaque que vous allez découvrir juste après, ce dont il s'agit plus particulièrement. Et toi, Gauthier? Moi, je suis responsable éditorial de Yellow. Donc, moi, je m'occupe au contraire de la partie création chez Yellow. Donc, moi, je vais plutôt travailler avec des auteurs qui vont me proposer leurs idées, leurs prototypes. Et à partir de ça, moi, pour le coup, je travaille avec une équipe de 6 chefs de projet
avec qui on va se répartir ce travail. Et nous, on va vraiment partir de l'idée de base, on va amener l'illustration, on va faire le positionnement produit, enfin voilà, tout ce qui va transformer en fait une idée en un jeu fini. Donc il y en aura un petit peu moins, parce que c'est vrai que la localisation représente plus de jeux dans le pool Yellow, mais il y aura quelques jeux éditions, donc vraiment des nouveautés, puisque pour le coup, on n'a pas pu déjà les voir dans d'autres langues qui arrivent à ce moment-là. Des vraies créations, des jeux qu'on n'a jamais vus avant, qui sont entièrement développés par vous. 6 personnes qui travaillent en chef de projet. Et puis derrière, il y a des graphistes. Oui, après, il y a une équipe de graphistes, il y a une équipe de com. En tout, on est une 60aine actuellement chez Yellow, si on mélange tous les métiers. Ça commence à faire beaucoup de monde. Ouais. Et pour chaque chef de projet, c'est combien de jeux par an? Pour un chef de projet, il s'occupe. Est-ce que c'est défini? Il n'y a pas de règles. Moi, j'aimerais bien qu'à terme, on soit grosso modo à entre 5 ou 6 jeux qui sortent par an, sans compter les extensions, parce que ça, c'est encore un petit peu différent. Oui. On continue de faire vivre un jeu. Un jeu par personne, quoi. Donc à peu près un jeu par personne, et qui travaille à peu près sur 3 ou 4 jeux en même temps, histoire que ça crée un peu un roulement. Parce que c'est vrai qu'il y a plus ou moins de travail selon les phases du jeu, donc il y a des moments où on a le temps de commencer à travailler déjà sur un autre jeu, voilà. Ça sera un peu l'objectif à terme. Et ben on va découvrir ce que vous nous avez ramené, ce que vous nous avez concocté pour certains jeux qui sont vos productions en interne. On se crée des envies. On commence par Spots. Ou encore. Spot ou encore. Spot alors je l'ai prononcé que du coup c'est à la française Spot, qui veut rien dire en français. Ouais. Ou encore un jeu avec des dés, ça se voit, c'est sur la couverture du jeu, on voit qu'il y a pas mal de petits dés qui sont présents. Des chiens, des dalmatiens plus précisément, c'est assez astucieux. Hein. Comme là c'est le type de jeu où l'ergonomie explique un peu le fonctionnement du jeu. Oui, totalement. Après on est sur un jeu du coup dans la gamme de nos jeux de dés, comme Pina Colada Dice et Mino Dice, exactement. Et donc là, en fait, on est sur un jeu de dalmatien. Donc, on va récupérer des cartes dans notre devant nous. Je parle de plastique. Oui, bien sûr. Parce qu'on va regarder quand même. Là, il y a plein de jeux. On va pas tous les ouvrir, tous regarder dans le détail. Mais là, ici, quand même, il y a un côté qui est ludique dans le matériel en lui-même. Ouais. J'ai toujours du mal à m'ouvrir les paquets de cartes. Pour la petite anecdote, tous les noms de chiens sont des chiens. Sont des chiens des salariés de chez Yellow. Ah oui, c'est vrai que c'est important. La race canine a une place privilégiée chez Yellow, à tous les étages de la boîte. Oui, clairement. Et du coup, ça c'est la petite anecdote. Donc, on a des dés qui représentent à la fois des constellations, ça bien sûr, mais également les points. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que le 1, c'est un point qui est plus gros que les autres. Vous avez joué sur la taille des points. On le voit sur le 2, il y a un petit point qui est plus élevé, plus gros, plus gras. Sur l'un des 2 points du 2. Tiens, pas non plus. Hein. Si, j'y suis, regarde. Ça a été médisant. Moi Voilà, les voilà. Et il va falloir compléter nos cartes. Vous avez presque compris ce dont il s'agit. Voilà, donc on a des chiens. On va, en fonction, on a plusieurs actions disponibles. On va avoir 6 tuiles disponibles. Donc ça, à chaque partie, ce ne seront pas les mêmes. Là, on vous en montre très rapidement. On ne vous explique pas tout le jeu. Non. Mais vous voyez que vous avez des actions différentes que vous allez pouvoir activer pendant la partie. Après avoir lancé les dés, vous pourrez les utiliser. Voilà. Et le but du jeu, ça va être de compléter ces chiens. Donc, hop, par exemple, tac. Et dès que j'ai complété, je le valide, je le retourne. Et le premier qui a réussi à compléter 6 chiens gagne la partie. Donc voilà, c'est vraiment la mécanique de stop ou encore. Ouais, mélanger un YAMS un peu, d'une certaine manière. Avec beaucoup de rejouabilité parce que chaque tuile a 6 variantes. Et on souligne le travail de l'illustrateur qui s'appelle John Bond. John Bond. C'est vraiment... Excuse-moi, le type, c'est le cousin de James, c'est toi qui nous le ramènes à Bond, quoi. Oh là là, c'est fou. Non, mais c'est super élégant. Moi, j'étais attiré directement par le graphisme du jeu. Où t'as envie de l'ouvrir, t'as envie de l'avoir dans ta collection. Rien que pour ça, derrière c'est un jeu simple et assez agréable. Voilà. Beaucoup de dés. Et le but, voilà, il faut pas dépasser 7 en valeur de dés que tu ne peux pas poser, sinon tu perds tout. C'est des petites contraintes en plus qu'on aime bien dans ce type de jeu. Il y a une montée en puissance dans le jeu qui est assez sympa. Au début, on a l'impression que c'est un peu facile, puis ensuite on se rend compte qu'il y a des combos qu'on peut faire grâce aux cartes qui sont posées, donc il y a vraiment... il peut être un peu déroutant sur la première partie et il gagne à être rejoué pour comprendre vraiment la notion de stop ou encore. Et avec des petits nonos à l'intérieur, qui est un jeu qui est illustré par John Bond, qui n'est pas un jambon. Non, John Bond.
S'il te plaît. Autant bien le prononcer. Jambon. Ok, ça, on va passer au suivant. Alors, Noon Attack, mesdames et messieurs. Noon Attack, j'y ai joué à Noon Attack. Je dois dire, je te le disais en off, c'est un jeu dont je n'avais pas entendu parler avant de sortir la boîte, de le poser sur la table et d'y jouer. On s'est fait une petite partie au chalet avec Ludovic Maublanc, qui est, sachez-le, vous qui nous regardez, Ludovic Maublanc, c'est un auteur incroyable. C'est aussi l'une des personnes qui critique avec le plus de plaisir les jeux de société auxquels il joue. Il est en général assez cassant et en fait, on a passé une bonne soirée. On s'est bien amusé. À la fin du jeu, tout le monde a dit mais c'est pas mal, l'attaque on a bien aimé. On s'attendait à rien et peut-être que à cause de moi, vous allez vous attendre à quelque chose maintenant sur ce jeu-là. Il y a du matériel à l'intérieur. On va vraiment construire une petite tour. Enfin une tour, comment on appelle ça? Un temple de glace, pardon. Un Noon Attack. Ah c'est ça, un Noon Attack. Ouais. On va construire un Noon Attack. On va construire un Noon Attack tous ensemble. Il y a du plastique. Vous allez pouvoir faire... Si jamais vous jouez pas au jeu derrière, ça sera pas un mauvais investissement parce que là, clairement, vous allez pouvoir remplir ces petits éléments en plastique d'eau pour pouvoir vous faire des glaçons pour l'apéro. Ouais. Et bien là, c'est vraiment... On va tous ensemble construire ce Noon Attack. La mécanique est très accessible, en fait. On prend une carte et on construit en fonction du type de carte. On peut poser une de ces pièces du Noon Attack sur la couleur demandée et après on va construire tous ensemble pour créer plusieurs étages et construire le temple, les niveaux supérieurs. Et donc là en fait c'est vraiment dans l'ensemble c'est vraiment un set collection mais où aussi on marque des points en construisant le temple parce que si on a la majorité quand on construit l'étage en dessous on a des points. Si on pose une de nos pièces au-dessus et qu'on a des supports en dessous, on marque aussi des points. Donc c'est vraiment tout le long et après on construit sa stratégie. Il y a plusieurs façons de scorer en fonction des types de cartes. Et donc là vraiment, ce qui est vraiment agréable, c'est vraiment de construire tous ensemble, mais aussi d'essayer d'avoir les meilleurs positionnements parce qu'on se bat pour les meilleures cartes. On est dans ce genre de jeu sur lesquels on se dit, bon, il y a l'opportunisme, parce que ça dépend à combien vous jouez, évidemment, ça va être hyper stratégique si vous êtes juste à 2 joueurs, mais si on est 4, entre le moment où vous jouez et le moment où votre tour revient, il a pu se passer 2-3 trucs. Si vous laissez une opportunité à un autre joueur, il y a des chances que parmi les 3 suivants, quelqu'un la prenne. Donc ça, ce sont les interactions que ça va générer. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, de commentaires. On essaye d'influencer les choix des autres, parce qu'on est dépendant d'eux, naturellement. Il y a un peu... C'est pas du tout un jeu coopératif, mais il y a un peu de coopération ponctuelle qui peut arriver sur certains plans. Ok, je vais t'ouvrir la zone, mais... Voilà, on peut pas se rendre l'appareil, mais bon, il y a de la discussion nécessairement. Ouais. On construit son propre petit tableau. Il y a vraiment plein de petites sensations qui sont très agréables dans ce jeu, Noon Attack. Donc c'est une des grosses boîtes que vous proposez par Ken Klenko, qu'on connaît bien. Vous avez plusieurs jeux, je crois, de Ken Klenko dans votre catalogue. C'est lui qui avait fait Mission Pas Possible. Ah oui, ça c'est pas chez vous. Ça c'est pas chez nous. C'est chez Renegade. C'est chez Renegade, mais chez vous je sais pas si on a d'autres du coup. Non, Ken Klenko, je crois que c'est notre seul et c'est illustré par Kenshin Moria et on en a plus illustré mais... Oui, Kenshin Moria, il en a fait quelques autres. Il avait fait les mines du roi Salomon, c'est ça l'antre du roi de la montagne. J'étais pas loin. Il y avait des mots-clés. On se comprend. Il y avait des mots-clés. Jeu suivant, alors on part sur lequel c'est l'extension de... alors on va enchaîner avec une extension. On n'a pas forcément besoin de montrer le matériel, c'est l'extension de Ancient Knowledge. Le jeu qui avait remporté le Sablier d'Or. Premier Sablier d'Or. Ouais, donc là on a la première extension qui arrive, donc là on est sur un jeu édition, donc un jeu qui est développé en interne chez nous. Qu'est-ce qu'elle va apporter cette extension? Elle va apporter un mode solo sous forme d'une petite campagne. Sur le premier jeu. Il y avait pas, alors, il y a très rapidement des joueurs qui en ont proposé, mais non, il n'y avait pas de mode solo. Donc là, il y a vraiment un mode solo qui est proposé. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui aiment ça, donc il y a un système qui est dédié à ça. On va rajouter aussi des nouvelles cartes dans le jeu pour diversifier les stratégies. Et il va y avoir une mécanique justement avec ces nouvelles cartes qu'on a appelé une mécanique de double temporalité. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a des cartes qui avaient des effets quand elles entraient en jeu, des cartes qui avaient des effets quand elles sortaient, des cartes qui avaient... Enfin, il y avait différents moments où il pouvait y avoir des effets. On va pas rentrer dans tous les détails pour ceux qui n'ont pas forcément joué au jeu, mais à chaque fois, c'était toujours un temps, un effet. Et là, en fait, avec ces nouvelles cartes, ça peut être 2 temps différents et 2 effets différents. Donc, la carte gagne un peu encore en stratégie
sur la manière dont on va l'utiliser. Donc voilà, ça vient apporter un petit renouvellement à ceux qui ont pas mal joué, des nouvelles options stratégiques, parce que en fait c'est un petit peu ça qu'on cherche dans le jeu. On est sur un jeu de cartes avec avec un fort opportunisme, avec un côté où c'est pas toujours les mêmes parties en fonction de comment ça sort. Pour ceux qui maîtrisent un petit peu les cartes et les stratégies, ça vient renouveler un petit peu tout ça. Voilà, Ancient Pledge, c'est un jeu qui a trouvé son public. Il a 1 an et demi maintenant, à peu près. Un an même. Ouais. Un an, il est sorti il y a un an. Ouais, oui, donc c'est le bon moment pour faire une petite extension. C'est ça, une petite extension qui vient renouveler tout ça. Et puis on va espérer que ça donne encore envie aux joueurs de continuer à jouer à ça. Raison, forcément. Donc ça, petite extension développée en interne. Le jeu suivant, on enchaîne avec lequel Robinson Crusoe, on peut... Alors Robinson, il est juste là. Regardez. On va tout prendre. On va tout prendre. Oui. Allez, vous connaissez Robinson Crusoe parce que c'est un jeu qui existait déjà, le fameux jeu d'Ignacy Trzewiczek, qui est aussi éditeur, Ignacy Trzewiczek. Qui est le patron de chez Portal, basé en Pologne. Voilà. Justement, donc ça aussi c'est une localisation. Et nous, on a vraiment... Ça c'est l'ancienne boîte, c'est ça. Alors ça c'est la nouvelle version retail, mais qui a la même illustration de Vincent Dutré. Oui. Et donc celle-là, on la ressort en boutique. C'est un jeu qu'à quel âge, ça tu sais à peu près? Parce qu'une dizaine d'années peut-être quand même. Plus. Ouais, parce qu'il n'a pas commencé sa vie chez Portal, celui-là, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a commencé chez Portal, mais il a un peu plus de 10 ans. Il n'a pas commencé chez Yellow. Il était chez Edge à l'époque. C'est ça. Il n'a pas commencé chez Yellow. Exactement. Donc, la première édition de ce jeu a rencontré un vrai succès puisque c'est un jeu coopératif qui peut se jouer en solo d'ailleurs. C'est vraiment le type de jeu dans lequel on va essayer de se développer, on va essayer de s'en sortir. Il y a un petit côté survie dans ce jeu-là. On est perdu sur une île déserte et on doit essayer de s'en sortir le mieux possible tous ensemble. Et c'est pas si simple. C'est très difficile. Ce qu'on rajoute dans cette version de base, c'est un livret open and play, donc un petit livret de campagne en, je crois, 5 ou 6 scénarios, où on va apprendre, on va être initié aux règles. Voilà, c'est celui-ci. Guide de campagne d'initiation, on va apprendre au fur et à mesure à apprendre, parce qu'en fait, le gros point négatif du jeu qu'on avait fait, c'est que c'est très dur à rentrer dedans, les règles étaient compliquées. Donc, on a rajouté, on a suivi Portal qui ont rajouté ce guide d'initiation. Alors c'est dur de rentrer dedans, mais c'est vraiment un classique. C'est un jeu qui est toujours resté dans l'imagerie des joueurs, en tout cas une référence. Et même dans le top BGG, ça reste, je crois qu'il reste dans le top 100, je crois, voilà. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait dans notre gamme expert de chez Yellow, le ressortir, le rendre à nouveau disponible pour que tout le monde puisse le découvrir. Donc ça, c'est des scénarios spécifiques. Là, tu te spoil la fin parce qu'à la fin, il meurt. Et du coup, pour fêter la sortie, donc, Portal avait fait un GameFound, et donc il y avait une édition collector. Donc la différence entre cette boîte et cette boîte, c'est juste que là, il y a des figurines au lieu des pions. Ah, ça prend de la place. Et qu'elle prend le double de place. Ouais, voilà. Et voilà. On le voit au dos, on va pas ouvrir la boîte, mais regardez le dos. On voit les figurines. Vous avez posé sur la table, c'est comme ça. 18 figurines collector. 18 figurines collector, mesdames et messieurs, mais que demande le peuple? Alors, ça sera pas le même prix, du coup, entre les deux. Non, il y a bien... Subtile différence, c'est à 100 € celui-ci, et 60 € celui-là. Ouais. 65 65, je crois. J'aurais dit 60. Ouais. On a des dépenses bêtes qui sont juste à côté. Pourquoi je vérifie ça en direct? Je pourrais te faire confiance. 65 €. Bravo, tu marques ce point. Et nous avons encore ça. Et donc, nous allons sortir... Qu'est-ce que c'est que ça? L'extension. Donc ça, c'est vraiment à part. C'est un livret qui rassemble tous les scénarios existants, plus une dizaine de scénarios exclusifs à Robinson Crusoe. Donc ce ne sont que des scénarios, des doubles pages de scénarios qui sont classés parce qu'il y a une matière plutôt agréable. Ouais. Et donc là, il y a plus de 50 scénarios, 115 pages, et là, c'est vraiment pour avoir tous les scénarios classés. Ouais. Oui, là, il y a de quoi avoir des heures de... On attend le premier joueur qui nous dira « ça y est, j'ai tout fait ». Oui, est-ce que vous ne craignez pas, quand même, que ceux qui achètent cette boîte ne vous achètent plus jamais de jeu parce qu'ils en ont pour 2 ans, là? Il y a des chances. C'est vrai que c'est le risque. Et puis surtout, comme il y a de fortes chances qu'ils ne le réussissent pas du premier coup, ils vont devoir recommencer. Non, je pense que oui, après, c'est un risque, mais... C'est l'histoire des jeux qui se sont installés, qui ont des joueurs qui y jouent régulièrement. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Ça fait plaisir aux joueurs. Ça témoigne du succès de ce jeu, Robinson Crusoe, qui revient donc dans plusieurs versions et avec ce petit livret tous en même temps.
Oui, tout sortira en même temps, voilà, avec l'extension du livret. Ouais. Hop là. Lose, alors Lose, j'ai eu la chance d'y jouer. C'est un petit jeu de cartes. Il est où? Là, là-haut, là-haut. Ah. Et oui, perdu juste à côté du time bomb. J'ai eu la chance d'y jouer cet été. Ah bah Et ça- j'en avais beaucoup entendu parler, tellement que, tu vois, c'était les concerts de Nuit Attack où j'en avais pas trop entendu parler avant la sortie, c'est normal, hein, on connaît pas forcément les jeux. Celui-ci, on m'en a énormément parlé en disant attention Martin, là il y a du jeu de pli, il y a un aspect jeu de pli dans ce Ouais, jeu. alors oui, c'est complètement un jeu de pli. Moi, si je devais le décrire en 2 mots, c'est quand le tarot rencontre un habit. Voilà. Alors C'est- pour ceux qui connaissent ni le Ah, tarot c'est ni bien. Hanabi, on va vous expliquer un petit peu. Donc on est sur un jeu de Taiki Shinzawa, qui a déjà fait pas mal de jeux. Voilà. C'est un jeu qui est sorti au Japon, qu'on a choisi de retravailler un petit peu. Donc on a modifié le nombre de joueurs, on a modifié le scoring final et on a modifié bien sûr toute la partie illustration pour la réadapter. Et là, on va être donc sur un jeu de pli qui a la particularité en fait de se jouer en ne voyant pas nos cartes, c'est-à-dire que moi, ce que je vois en tant que joueur, c'est uniquement les couleurs qui se trouvent au dos des cartes, mais je ne connais pas les valeurs de mes cartes. Alors ce qu'on sait par contre, c'est qu'elles sont ordonnées. Elles C'est sont la petite- ordonnées parce que puisque votre le voisin, joueur voilà. à côté, bien sûr, m'aura trié les cartes avant. Et là vous avez compris. Avant que c'est la pas manche détail. commence, je vais devoir estimer le nombre de plis que je pense que je vais réaliser lors de cette manche. Bien sûr, ça me rapportera des points si je réussis mon pari ou si je ne réussis pas mon pari. On jouera 4 manches. À la fin des 4 manches, celui qui aura marqué le plus de points gagne la partie. Et pour la partie jeu de pli, on est vraiment sur les règles les plus simples, à savoir qu'un joueur lance une couleur. Si j'ai la couleur, je suis obligé de jouer cette couleur. Si je n'ai pas la couleur, je peux soit pisser, donc jouer n'importe quelle carte, ou alors jouer une carte atout. Les cartes atout sont toujours les cartes de couleur jaune. Et après, c'est celui qui a posé la carte la plus forte dans la couleur ou en atout qui l'emporte. Voilà, c'est simple dans les règles. C'est tout simple. Mais ça c'est tout crée simple. des choses qui sont hyper complexes pour les joueurs. Il faut vraiment se concentrer. En fait, il y a beaucoup de subtilité. Et on le voit avec des joueurs qui sont peut-être un peu moins subtils. Ça peut arriver de jouer avec des joueurs pour qui les plis, c'est pas leur truc, quoi, grosso modo. On a l'impression que le fait de ne pas voir les cartes va enlever de la subtilité. Moi, je trouve que ça en rajoute. Alors oui, ça en rajoute et en même temps, ça décomplexe aussi les joueurs. C'est-à-dire Oui. qu'on a 2 versions. C'est-à-dire que quand on a ce sentiment qu'on a toutes les cartes un petit peu comme au tarot et qu'il faut compter, qu'il faut machin, je trouve que ça met une certaine pression sur le joueur. Alors que là, typiquement, est-ce que ça c'est un 1, est-ce que ça c'est un 10 je sais pas trop, sachant qu'il y a toujours des cartes qui sont retirées, on l'a pas précisé, c'est pas de la déduction pure, donc il y a une part un petit peu de feeling pour sentir la valeur de la carte qu'on va jouer. Et je trouve que ça libère aussi. Donc, ça crée une complexité et en même temps, ça reste accessible, c'est fun. Et il y a ce côté raté. C'est pas du tout ce que j'espérais. Ouais. Voilà. Ah, c'est qu'un 2. Ah, j'espérais un peu plus quand même, j'avoue. Donc, Oui, donc voilà. Et ça c'est chouette. Et surtout, j'insiste, parce que tu l'as comparé avec Hanabi, c'est pas coopératif. Non, du c'est tout. pas du Et tout alors, coopératif. Cet aspect-là va beaucoup changer les choses parce que vous allez pouvoir, dans Hanabi, faut pas avoir trop de codes, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on essaie d'avoir des codes avec les autres joueurs, mais des codes qui sont dans les règles, et c'est toute une question de savoir ce qui est autorisé ou pas dans ce qu'on dit pas aux autres joueurs. Ici, si vous dites des trucs, ça va aider vos adversaires, et on est en train de s'analyser. Ouais, et ça crée arrive l'ambiance souvent autour de que la des table. joueurs disent un petit truc en mode ah j'ai pas joué celle-là parce que je savais que c'était pas le 12. Ah, ça veut donc dire que le 12, il est pas chez moi non plus. Donc ça c'est assez rigolo, très subtil comme jeu, Lose, donc je l'avais dit, celui-ci j'en entendais beaucoup et j'ai pas été déçu. J'ai beaucoup aimé y jouer, j'ai hâte de me refaire une petite partie, ça fait partie des jeux que je le connais et que je vous conseille. On enchaîne. Ensuite, il y aura un match coup de théâtre. Attends, Ça, celui-là je vais pas jouer, je vais avoir moins l'occasion de vous en parler, par contre je connais bien la série des Unmatched. Cette Ouais. fameuse série, alors c'est de la localisation aussi. Oui, c'est de la localisation. C'est Restoration Games qui le Qui propose en sont aux version États-Unis. d'origine. Rob Davio, toujours sur l'idée principale, Oui. mais il n'est pas tout seul évidemment. Non, Pour exactement. développer ces jeux. Et donc c'est sa propre entreprise aussi, Restoration Game. Et donc là sur Coup de théâtre, on change vraiment d'univers de combattant puisque c'est l'univers de Shakespeare et de ses meilleurs romans, où on va pouvoir du coup jouer Titania, Les Trois Sorcières et Hamlet. Et donc là on est vraiment sur le jeu toujours d'affrontement hyper tendu et où chaque personnage a sa propre mécanique spécifique. Oui. Et là, vraiment, chaque fois, ils nous surprennent à Restoration Game avec les nouvelles mécaniques. Et là, vraiment, par exemple, Shakespeare, ça va jouer où on a le titre des cartes, ça fait un certain nombre de syllabes, et quand on arrive à poser directement, exactement 10 syllabes d'affilée, Ah oui. on déclenche le pouvoir de composition
de la carte. Et du coup, ça change totalement la manière de jouer, puisqu'il y a des decks qui sont plus agressifs. Et là, c'est vraiment un deck plus stratégique. Il y a les 3 sorcières, par exemple, où chaque fois qu'on joue, on met nos cartes dans un chaudron, ça nous met des ingrédients. Et on peut utiliser ces ingrédients pour avoir des actions spécifiques, pour piocher des cartes en plus. Et vraiment, voilà, on est toujours sur ce jeu d'affrontement 2 joueurs, voire 3 ou 4 joueurs. On peut jouer en mode en équipe à 4 joueurs. Et voilà, c'est une gamme qui fonctionne très très fort pour nous. Oui, si on aime ce genre de jeu, c'est un indispensable. Ça, je pense que tout le monde le reconnaît. Et très probablement, si vous êtes un peu expert dans les jeux de société, vous savez déjà ce qu'est un match et si c'est bien pour vous. Mais il y a souvent une question qui revient. Je te tiens, je vais t'attraper là-dessus. Hein. C'est... toutes les boîtes ne sont pas localisées en France parce qu'il y a des problèmes de licence par rapport aux différentes licences, aux droits qui leur sont associés. Ça peut être la licence peut être disponible outre-Atlantique et pas disponible en France parce que ça appartient à quelqu'un d'autre. On en est où de cette question-là? On ne localisera pas en français les Jurassic Park ni les Marvel parce que ça avait été négocié avant et c'était compliqué de revoir les contrats. En fait, on avait la possibilité de les vendre en anglais aux boutiques françaises, mais ça on a décidé que non. Mais personne n'avait le droit de traduire ces boîtes-là. Par contre, toutes les nouvelles licences qui ont été signées arrivent chez nous et sont déjà The Witcher est déjà traduit et c'est sur le conteneur. C'est dans le conteneur déjà. Unmatched Adventure, le prochain coopératif et solo sur le thème des Tortues Ninja sera bien en français. On a annoncé récemment aussi le retour de Bruce Lee. Contre Mohamed Ali. Incroyable. Hein. Ouais, Bruce Lee contre Mohamed Ali, là on a vraiment 2 gros combattants. Et donc ça aussi, ça sera en français. Et d'autres surprises. Mais en tout cas, toutes les prochaines licences, on fait tout pour avoir des droits monde pour les traductions. Voilà. Mais ce qui avait été fait avant et non négocié avant dans Marvel et Jurassic Park, on n'aura pas la possibilité de le faire. Et le Unmatched de Alain Souchon contre Michel Jonas, il est... Alors ça, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Parce qu'il peut y avoir tout. Comment il nous spoil nos annonces. Désolé, hein, c'est désolé. Bon, mais voilà, je suis désolé. C'est mes rêves. J'ai envie d'avoir des boîtes complètement improbables. Unmatched, coup de théâtre, donc forcément les amateurs le prendront, c'est impossible. En plus les thèmes sont vraiment cool. Moi je trouve qu'à chaque fois ces personnages sont inattendus et du coup on a envie de les essayer. Ouais, c'est différent avec des mécaniques toujours adaptées. Les 3 secondes et 5 mm peut-être. Ah, bah ça on veut presque essayer. Est-ce que c'est possible d'essayer? Parce que là c'est des tout petits jeux et... Je pense qu'on peut essayer 3 secondes. Item, c'est un éditeur japonais à l'origine. Exactement. Un éditeur japonais qui a fait cette petite série. Il y en a beaucoup d'autres. Nous, on commence avec ça. Donc, c'est des petites boîtes avec vraiment très, très condensé dedans. Ça rentre juste pile poil. Il y a un jeu dans le jeu à le ranger. Ouais. Et du coup, sur 3 secondes, on est vraiment sur un tout petit jeu d'ambiance, de party game, où tout ce qu'il fait, c'est le minuteur, qui est la bille ça, c'est fou, qui met 3 secondes à descendre. Ça, c'est quand même dingue. On va montrer. Je suis obligé de l'ouvrir, mais bon, regardez, ça, là on est au milieu, c'est bon. Ça fait vraiment 3 secondes pour faire descendre la bille. 1, 2... Waouh! Il y a un aimant là. Je l'avais pas vu tourner. Moi, j'avais vu. Au moment où on rentre les fiches, tu sais, sur notre site, je lis les descriptions, je découvre les jeux. Mais par contre, je l'ai pas vu tourner. Et là, vous avez plein de cartes. Il va falloir répondre. En fait, il va falloir choisir une catégorie, donc soit physique, soit plus cérébrale. Ouais. Et on va avoir Moi, je suis cérébral. 3 secondes pour faire notre enchère. Celui qui en fait le... Celui qui est capable d'en dire le plus en 3 secondes. Combien de choses liées à l'espace pouvez-vous nommer? En 3 secondes. Donc là, c'est parti. Là, on va dire nos chiffres. Et celui qui a le plus haut commencera. Et s'il n'y arrive pas, ça sera le second qui devra le faire. 4. 5. Mais c'est toi 5, hein. Le 5, ça se fait, hein. Je pense que c'est assez facile. Attention, c'est en 3 secondes, hein. Faut que tu le dire. Et il faut que tu mettes le doigt avant. Oui, pour bloquer, bien sûr. Ok. Ah ouais, c'est malin comme tout. Attention, c'est parti. Étoile, planète, soleil, spationaute, station Mir. Et j'ai pas mis le doigt. Station lunaire, il était long ce mot. Station Mir, la vieille, l'ancienne, j'ai pas mis le doigt. C'est perdu. Et du coup, normalement, c'est à moi, puis après, c'est aux autres. C'est grave, vous avez compris le principe, c'est super. Donc voilà, c'est vraiment un petit party game
en 3 secondes avec... Mais c'est un party game qu'on comprend immédiatement, qui apporte une originalité dans le matériel. Après, des défis comme ça, on en a déjà vu plein, mais c'est le matériel qui compte. Et quand le matériel est ludique... Ah oui, non, voilà, mais ça fait toujours mouche, et puis ça donne ce petit stress, sa petite pointe de stress où on se dit aïe aïe aïe, j'arriverai pas. Et on en a un deuxième 5 mm à vue de nez. On est dans la même démarche. Alors c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même catégorie, mais on est vraiment dans la même démarche où en fait on a chaque fois 4 bâtonnets qui sont séparés de 5 mm chacun. Ouais. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'on commence tous avec un en main. Et hop. Après, voilà. Là, on utilise la boîte. En fait, on met... Hop, je vais en faire un petit exemple. On retourne. Et on sort un bâtonnet au hasard. Comme ça, on ne voit pas. On le positionne à au moins 30 cm. Ouais. Et ensuite, on essaye d'évaluer. Il faut qu'il y ait juste à la fin... On ne comptabilisera les séries qui ne sont séparées que par 5 mm. 5 mm, c'est exactement la hauteur de notre token. Et pour ça, on va enchérir, on commence tous à 50. Et on va enchérir pour acquérir celui-là, parce qu'on sait, bah, oui, celui-là, c'est sûr qu'il me le faut, parce que j'en veux. Donc moi, je dis que je mets 3 pour l'avoir. Moi, je passe. Moi, je passe 50. Il faut des séries qui suivent. Il faut des séries qui se suivent de exactement 5 mm. 5 mm d'écart. Voilà, là, par exemple, c'est exactement 5 mm. Ah, d'accord, ouais. Et si jamais tu en as 2 qui font la même taille, ça te coupe la série. Mais je sais pas. Par contre, il est beaucoup plus grand que le mien. Bah non, j'en veux pas. Mais après, si on dit qu'on n'en veut pas, il va le prendre. Non, là, c'est moi qui le prends. Il a payé 3. Ah là et là, j'arrive à une série de 4. Et donc, hop, je dépense mes 3. Et à la fin, tout ce que je n'ai pas dépensé, c'est aussi mes points de victoire. Donc, il y a aussi ce petit... Donc, c'est une évaluation à vue de nez et des enchères. Voilà, comme tout. Ouais, non, mais c'est toujours des dans cette gamme, c'est toujours des matériels qui... Des matériaux qui intriguent. Et ben voilà. Moi, j'avais sûr. Ensemble. Eh non. Ah, on a la même taille. Ah, il y a des mêmes Et là, tailles. par exemple, ça couperait la série des plus longs. Si on a exactement le même, ça coupe la série. Donc, c'est pour ça que des fois, on n'en veut pas, ou on veut pas prendre le risque. C'est très malin. Ouais. Très malin. Évidemment, on a envie d'essayer. Là, c'est du matériel qui est ludique en lui-même. Donc, forcément... On veut le manipuler, on veut le tripatouiller. On verra comment les boutiques le proposent. Parce que là, juste posé comme ça, tu ne te rends pas compte de ce que c'est. Est-ce qu'elles proposeront? Certaines peuvent le faire, elles ont la place. Oui. De des proposer. démos. Ouais, exactement. Il faut qu'on voit le matos. Oui, il faut qu'on voit le matos. Après, c'est vrai que c'est aussi cette recherche japonaise du minimalisme. Et voilà. Des fois, ça peut... Mais c'est pour ça que je pense que nos formats sont importants sur la présentation du jeu. Pour vous, les boutiques qui regardez ce format-là en particulier, si on n'a pas le temps de se plonger dans le jeu, savoir que celui-ci, il faut le sortir un minimum quand même. La plupart des boutiques le font par elles-mêmes, mais malgré tout, au moment de la commande, t'as pas toujours vu le matos. Oui, bien sûr. Voilà. On a ce matériel-là, on enchaîne avec quel jeu? King of Tokyo Duel. Ah, King of Tokyo Duel. Là, on est sur un classique de chez Yellow. Ouais. Le jeu de Richard Garfield qui connaît un succès indémodable depuis maintenant 15 ans. Non, on en est à combien? Quelques temps. Hein. C'est Peut-être pas 15, 2011. Ouais, 2011, donc ça fait 13 ans. 13 ans. On va sur les 15 ans. Il y aura un gros anniversaire pour les 15 ans, on le sait, vous préparez quelque chose d'incroyable. On essaye. Bien sûr. En tout cas, on a plus le choix. Il me semble que c'est un croisement King of Tokyo Duel et Unmatch avec peut-être des chanteurs que tu as évoqués. on sent que cette information n'est pas une bonne information. Si les sites américains la reprennent. Waouh. Oui, on va avoir plein de trucs. Hein. Amazing, Michel Jonas. Michel Jonas. Exactement. Alors, King of Tokyo Duel, c'est un jeu pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs, forcément. Toujours signé Richard Garfield. Toujours signé Richard Garfield. Alors, c'est pas le même illustrateur. L'illustrateur change, exactement. C'est un nouvel illustrateur, Quentin Regnès. On a fait le choix d'un illustrateur avec une DA qui fait un petit peu penser à des vieux comics books. Pour les connaisseurs. L'idée, c'est d'être sur une DA un tout petit peu plus adulte, parce que le jeu est aussi un tout petit peu plus joueur dans sa mécanique. Alors, donc, King of Tokyo, le jeu de base, ça arrive très souvent qu'on voit des versions duel, on se dit souvent, mais le jeu de base, tu peux déjà y jouer à 2. La bof, à 2, c'était pas extraordinaire. C'était, pour ne pas dire même que c'était nul à 2. Soyons un petit peu honnêtes. Voilà. Donc non, là, pour le coup, ça vient vraiment rajouter un complément. Si on aime King of Tokyo, on va avoir cette possibilité de jouer à King of Tokyo à 2.
On va avoir des monstres qui sont directement asymétriques, ce qui n'était pas le cas dans King of Tokyo. Chaque monstre a son petit pouvoir. On va avoir 3 moyens de gagner. Forcément, la baffe existe toujours. Si je fais tomber les points de vie de mon adversaire à 0, je gagne immédiatement. Et on va rajouter une mécanique de tir à la corde, où on va avoir un marqueur de destruction et un marqueur de gloire ou de fame. Si j'arrive à amener un des marqueurs sur le bout de la piste, je gagne immédiatement. Bien sûr, l'autre joueur va essayer de l'amener de son côté, donc d'où le côté tir à la corde. Oui. Et si j'arrive à amener les 2 marqueurs dans cette zone du plateau, je gagne aussi immédiatement. Donc d'où les 3 moyens de gagner, 2 sur le tir à la corde, 1 qui est sur les baffes. On va retrouver les cartes énergie. Ça, c'est indispensable. Ça, moi, c'est mon plaisir dans le jeu, c'est toutes les cartes qui sont présentes. Ça va d'autant plus te plaire dans ce cas-là sur le duel, puisque dans le duel, si jamais pendant un tour, tu n'utilises pas d'énergie, tu gagnes immédiatement une énergie. Donc, on incite les joueurs à aller vers l'achat de cartes énergie. La dernière carte, d'ailleurs, présente, coûte une énergie de moins que son coût qui est donné. Oui, ouais. Donc ça incite aussi à acheter des cartes énergie. Et on a une petite nouveauté, elle est parfaite cette carte pour ça. On a des petits emojis qui se trouvent ici, qui vont nous permettre de placer des jetons directement sur la piste et qui vont modifier la piste. Alors celui-ci en l'occurrence, exactement, t'as bien compris, créer un raccourci. On va en avoir qui amène des pouvoirs quand le token passe dessus. Alors bien sûr, ça peut être quand le joueur le ramène vers lui, mais ça va aussi être quand moi je le ramène vers moi. C'est pas propre à un joueur, c'est les 2 joueurs qui vont pouvoir profiter de ça. Il y en a qui vont rallonger la piste, il y en a qui sont propres d'ailleurs au pouvoir d'un monstre. Donc il va y en avoir de différentes sortes, on va dire, de tokens qu'on va retrouver qui vont vraiment ramener... la partie va se personnaliser en fait au fur et à mesure. Le jeu dure vraiment 1 quart d'heure, 20 minutes. On garde le fun et les dés de King of Tokyo. Donc voilà. Voilà, tout vraiment, est à l'intérieur. Vous avez compris. Hein. De toute façon, vous savez si vous êtes amateur de King of Tokyo, parce que c'est un grand classique du jeu de société qui revient donc dans une version duel. Et alors, petite chose quand même, on va le montrer ici parce que on va se faire plaisir. Sur le bord de la boîte, vous avez des petits achievements. Par exemple, celui-ci dit obtenez 8 résultats de dés identiques dans votre lancer et vous allez pouvoir utiliser les petits autocollants que vous avez ici pour dire que vous avez réussi les différents achievements que la boîte vous propose. Il y en a 12 à réaliser. C'est de la complétude, hein, mais juste, il faudra rejouer plein de fois pour forcément réussir à tout faire, quoi. Il y a des jeux, tu as des achievements comme ça, tu te dis, oh là là, si j'en fais un, c'est chouette. Et j'en ai vu là récemment sur certains jeux de société. Je m'attends pas à les faire. Mais je trouve ça toujours très rigolo. Ouais, c'est le genre. Mais là, à 2, c'est des jeux qui sortent facilement. Ouais, c'est ça. Et moi, je le vois vraiment comme le petit truc fun qu'on réalise sans le faire exprès. Voilà, c'est sûr que si l'objectif c'est juste de faire l'achievement, non, l'objectif c'est de mettre des grosses baffes à son adversaire. Soyons honnêtes, c'est quand même ça King of Tokyo, quoi. Sur des jeux à 4, 5 joueurs, des fois, tu changes de groupe, c'est pas la même chose. Tu es moins sensible à ce genre de choses. C'est très bien vu sur un jeu à 2. Nous, ce qui nous plaît surtout sur ce jeu à 2, c'est que je trouve que souvent les jeux à 2 tendent vers un côté un peu stratégique, un peu tactique, un peu joueur. Et il n'y a pas tant que ça des jeux à 2 qui sont un peu sur le côté fun. Celui-là est un bon dosage entre les deux. Il y a une part un petit peu de tactique, et puis il faut pas oublier que ça reste quand même un jeu de dés, donc il y a aussi une grosse part de chance. Et moi je trouve que c'est ça qui nous a plu dans le développement du jeu, c'est ce mélange sur le jeu à 2 ça peut être une bonne entrée sur un joueur, un non-joueur. On se retrouve sur King of Tokyo Duel parce que il est là pour amener le fun et l'équilibre hasardeux. Tu vois, c'est beau comme phrase, l'équilibre hasardeux. C'est fait plaisir. Je le repose ici, comme ça, si jamais vous l'oubliez. Je n'ai pas joué encore. Pas encore joué, mais on fera jouer plus tard. Plaisir. Avec grand plaisir. Je vais prendre Thrilling Circus. Est-ce que je me permets juste d'avoir, juste celui-ci est déjà sorti, mais c'est comme on parle de King of Tokyo, on a revisité un petit peu King of Tokyo cette année. C'est la même règle que celui de base. Alors c'est la même règle que celui de base, c'est juste qu'il y a plus que 4 monstres dedans, donc on peut jouer, enfin il y a 6 monstres dans la boîte, pardon, mais on peut jouer de 2 à 4 joueurs, donc ça réduit un petit peu aussi le coût de la boîte. Il y a tout le matériel pour jouer, c'était 6 joueurs. 6 joueurs. King of Tokyo c'était 6 joueurs, donc là on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, c'est totalement compatible avec tout l'univers de King of Tokyo, donc les extensions, on peut le voir comme une extension, comme un standalone, etc. Ça c'est sorti cet été, et donc c'était juste histoire de présenter pour ceux qui connaissent déjà King of Tokyo qu'on a une nouvelle version un peu moins chère, avec un peu moins de matériel, mais tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer au jeu.
Et là aussi, on a... c'est Régis Torres qui a fait Ouais, là pour le coup, de c'est celui-ci. Régis Ouais. Torres qui est l'illustrateur qui est sur la gamme depuis maintenant quelques temps. Depuis la V2 du jeu. Ça remplace le jeu de base ou il sera toujours disponible? Pour l'instant, l'objectif c'est d'avoir les deux. C'est juste D'accord. que celui-ci irait peut-être un petit peu plus dans des endroits un peu plus mass market parce qu'il est un petit peu moins cher, un peu plus accessible en termes de prix. D'accord. Ouais. Mais par contre, il est compatible avec les extensions, il est compatible avec tout, mais on peut pas jouer à 6 quoi. Il Et faut voilà. aussi qu'on te le laisse. Non, mais je l'ai déjà. Ah ok. J'avais sorti un peu plus tôt. Three Ring Circus, c'est... Une localisation Une de chez localisation. Devir qui sont basés en Espagne, enfin qui est Devir. une boîte chilienne à la base. Ah, c'est vrai? Ouais. Ouais, pour moi, c'était Ouais, espagnol. le fondateur était chilien qui vit au Portugal. Enfin, Devir, ils sont vraiment très présents en Amérique latine, au Portugal et en Espagne. Ils ont vraiment des boîtes. Celui-ci, entreprises partout. forcément, Devir, on a maintenant un certain attachement à cet éditeur. Ça fait un petit moment qu'ils font des jeux de société, mais le succès s'est accéléré. Ouais. Depuis Bitoku, vous avez lu, Oui. d'ailleurs, c'était chez vous également. Et puis, forcément, la cathédrale rouge Et Château. et Château Blanc, les deux ont Qui est- impressionné les joueurs. Ce sont des jeux experts mais accessibles. Ouais. On est dans la même catégorie? On est dans la même catégorie, c'est vraiment de l'initié plus et de l'expert yellow, puisque nous, dans notre catalogue, à partir de l'initié plus, on considère ça comme de l'expert. On est sur une petite boîte aussi à 38 € avec du matériel très condensé. Et là, on est vraiment sur la thématique du cirque, où on va avoir sa propre troupe de cirque, on va recruter notre troupe pour aller faire des représentations partout dans les États-Unis. Et donc on va poser ces petits chapiteaux un peu partout sur la map des États-Unis en essayant de remplir des objectifs en fonction de si on fait une représentation dans un village, dans une ville ou dans la capitale. Voilà, et donc en fait il y a aussi le timer, c'est le cirque On est vers Barnum nous. Hop. qui va faire tout le tour des États-Unis et quand il revient, ça met fin à la partie. Et en fait, c'est vraiment un tableau building où chacun à son propre tableau va construire ses représentations. Et il y a vraiment des choix parce que sur son tableau, on a des bonus et quand on les recouvre avec une troupe, on perd des bonus aux avantages d'autres, etc. Donc c'est vraiment compétitif sur la thématique de cirque où on va devoir faire les meilleures représentations. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer celui-ci. Pourtant, vous l'avez ramené depuis un petit moment. Il était présent au sommet des jeux, donc on aurait pu y jouer, mais j'ai pas trouvé le temps. Ouais. J'ai hâte d'y jouer avec Jules notamment. C'est pour ceux qui connaissent, qui suivent attentivement la chaîne, qui met beaucoup d'ambiance sur ce type de jeux, qui sont des jeux à la demande sur lesquels il devrait pas y en avoir spécialement. Mais là, je sais qu'il fera la voix. Allez, attention, dans votre ville, mesdames et messieurs, venez assister au spectacle incroyable Avec de Jean-Claude, l'unijambiste. avec la petite playlist. Cette musique-là, tu crois aussi? Ah, je sais pas. Ouais. Oui, c'est un thème cirque. qui change de l'original, Mhm. de l'habitude. de Ouais, l'ordinaire. la DA est vraiment chouette du jeu, moi Ouais. je trouve. Enfin, à titre personnel, j'aime vraiment beaucoup. Oui, Ouais, parce que mais moi on est aussi. Toujours, voilà. Et on est vraiment dans cette catégorie de jeux expert yellow à moins de 40 €. C'est Edu Valls qui est l'illustrateur de Oui. ce jeu. C'est effectivement un nom qu'on en a vu une série de fois sur pas mal de jeux différents. Ouais. Faire Fabio de le très, très bonnes piano choses. et Ça, ce Remo sont pour Consadori. les auteurs, effectivement. Ça parle de L'école joueurs. italienne. Ouais, l'école italienne. Chez les Devia, chez les Espagnols. Publié en France. Ouais, Continuons. chez- C'est un jeu cosmopolite, mesdames et messieurs. voilà. Dans votre ville. Après, on l'a pas reçu encore, mais il y a Exit Académie de Magie qui sera du niveau débutant. Belle gamme hein, de que Exit. l'on va sortir. Oui, le Exit Académie des Magies, c'est le 26e Ouais. jeu dans les petites boîtes. Mais en plus, pour Exit, on a les calendriers de l'Avent. Chaque année, on a un calendrier de l'Avent. On a la gamme Kids aussi, qui sont plus On va des peut-être les montrer, activités. les trois qu'on a juste ici. Ouais, voilà, ça, c'est les- On va c'est- sortir ces éléments-là. On a envie de les voir. C'est ceux qui sont sortis récemment. Donc, voilà, Académie de Magie, donc ça sera dans cette gamme-là. Donc niveau expert, tu m'as dit. Alors, Académie de Magie, ça sera débutant. Débutant. Et celui qui est sorti récemment, c'est l'évasion de la prison, Ouais. qui a la particularité où, dès le départ, on se divise en 2 équipes. Donc c'est le seul qui n'est pas jouable solo de nos exits. C'est à partir de 2 joueurs, puisque on est séparés dans des cellules différentes. Ah. Et donc là, vraiment, on s'attend à des... Enfin, c'est très très difficile. Là, vraiment, le expert, on ne ment pas dessus, quoi. Mais comme tous les exits, il ne faut pas hésiter à regarder un indice si on est bloqué pour... Nouveau, équipe extrême. C'est même au-delà du expert, là. C'est Ouais. dans le extrême.
Oui, là, Mais alors, moi, j'adore les exits. Je te l'ai dit juste avant, je fais partie des joueurs absurdes qui photocopient avant de jouer pour regarder la boîte parce que comme j'ai pas de mémoire, je peux rejouer au jeu. Donc c'est toutes les boîtes d'exit ici à l'étage. Et par contre, je sais pas si je vais trouver des coéquipiers parce que je finis par jouer tout seul. Je suis un joueur solo de ce type de jeu. Là, c'est clairement marqué 2 à 4. Hein. Vous ne pouvez pas y jouer. Tu n'auras pas le choix. Donc, qui veut jouer avec moi? Je lance un appel. Je pense qu'il y aura du monde qui va bien vouloir venir. C'est pas si simple ici, hein, tu sais. Vous avez vu, on est localisé. Faut les 3 jours de marche pour arriver jusqu'au chalet. La forêt de loup-garou. Ils feront le déplacement. On a le Kids, donc on en a parlé. Ouais, donc le Kids qui sont plus des activités à partir de 5 ans jusqu'à 7 ans. Vous trichez pas sur le plus de 25 millions d'exemplaires vendus, vous n'avez pas inclus les Kids dedans? Non, c'est juste celui-là. Non. Parce que là, je vois que c'est pas les mêmes chiffres. 7 millions sur le kit. Alors, pour la petite anecdote, donc Marie-Laure qui s'occupe de Cosmos, on s'est dit, ça serait bien qu'on actualise avec Cosmos le sticker que l'on met pour les chiffres et tout ça. Et donc ça, c'est l'ancien. Ça, c'est un sticker qu'on avait imprimé en bonne quantité il y a 2 ans et demi. Et il s'est passé 2-3 trucs depuis. Et donc, entre-temps, donc on a dit, bon, ça serait quand même bien d'actualiser avec Cosmos. Voilà. Et ils nous ont dit c'est plus de 25 millions. Donc on a actualisé. Ça fait un gros gap. Énorme. Attention, le plus de 25 millions, c'est l'ensemble de la gamme Exit. Ben oui, je me doute bien. Donc c'est divisé par 26 références sur le titre. Quasiment, si on fait une moyenne, c'est 1 million. Oui, non, c'est énorme. Non, mais après, il y a les kids, mais il n'y en a que 2 dans les kids. Enfin, c'est vraiment l'ensemble de la gamme Exit. Mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fort en Allemagne, qui est très fort pour nous dans notre catalogue en France. Et qui est... oui, en fait, ils ont gagné le Spiel des Jahres, et donc ça a été l'explosion en Allemagne, et ça reste la référence du jeu d'escape game en Allemagne. Ok. Donc, voilà. Le Nox aussi, mais c'est vrai que le Exit... En Allemagne, en tout cas, je crois que Nox c'est très francophone comme succès. Exit, c'est très international. Ouais, voilà. Rejouable à l'infini sur le kit. Voilà, donc le kit, on ne détruit rien, c'est vraiment des petites activités qu'on peut refaire, et chaque activité, il y a 6 cartes différentes pour le refaire. Donc voilà, on peut rejouer, et là, voilà, pour les enfants, ils ont pris la décision de ne pas le rendre destructible, ce qui est mieux. Après, l'enfant, on va le rendre destructible. Normalement. Il évolue. Moralement, on peut le détruire. Et donc, dans la gamme Exit, c'est le 3e année. Au montage, évidemment. C'est la 3e année qu'on fait le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. De l'Avent, pardon. Avec une poire dans chaque case. Vieille boîte. Ouais, c'est pas pour les mêmes joueurs, mais bon. Donc voilà, et là vraiment, c'est vraiment un gros succès. C'était vraiment un gros succès en Allemagne, le calendrier de l'Avent, mais on s'était dit, on avait un petit peu peur, on était un petit peu frileux parce que c'est le genre de jeu où si on en a toujours en novembre, décembre, après c'est compliqué pour les ventes et tout ça, c'est vraiment limité dans le temps. Et du coup, on avait été assez mesuré pour les premières quantités, et ça a eu un succès. Pour le tirage, c'est-à-dire que si les gens ne se réveillent pas assez tôt, ils risquent de ne pas le retrouver dans le pour le premier, là, là c'est le 3e, donc on a appris, on essaye de voir quelle est la bonne quantité pour faire ça, mais on fait toujours des tirages uniques et limités, et celui-là ne sera pas réimprimé l'année prochaine. C'est la question que j'avais posée parce que c'est pas lié à l'année en fait, ça pourrait sortir n'importe quand. Techniquement, on pourrait tous les ressortir la même année, mais non, tu veux ton calendrier de l'Avent, il faut ton calendrier de l'Avent. C'est des collectors, quoi. On s'interdit pas peut-être dans 5 ans, 10 ans, voir ce qu'on va faire avec ça, mais pour l'instant, c'est un modèle qui fonctionne bien et on aime bien. Voilà, on essaie de le rendre disponible pour le maximum de personnes, mais c'est aussi quelque chose de particulier pour une période donnée, donc on essaie de faire attention aussi au stock. Bien sûr. Moi j'attendrai 100 ans, parce que les gens, pour être sûrs qu'ils ne rejouent pas, voilà, comme ça c'est parfait. Ça c'est une bonne idée. Pour fêter les 100 ans d'Exit. On passera dans 100 ans et on se les fait. Ouais, ça marche. On enchaîne avec Time Bomb Undercover, un jeu dans la catégorie de Time Bomb. Dans l'univers de Time Bomb. Dans l'univers, exactement. Parce que c'est pas le même jeu. Non, c'est pas le même jeu. Alors, ça va être très proche. Pour ceux qui connaissent Time Bomb, ça va l'enrichir. Pour ceux qui connaissent pas Time Bomb, il est tout à fait possible de commencer avec celui-là, parce que ça ne le rend pas non plus beaucoup plus compliqué en termes de règles. Il y a un co-auteur qui s'est rajouté, qui est Quentin Schumacher.
Voilà. Ouais, donc, le pilote de Formule 1. Exactement, c'est exactement lui. Qu'est-ce qu'on va amener de nouveau? Parce que Time Bomb, c'est quand même un des gros succès de Yellow, Time Bomb, l'air de rien. Oui, tu me Donc, disais que c'est peut-être l'un de vos principaux succès. Alors, il y a Codename, évidemment, Ouais, qui connaît un succès dingue. c'est fort possible que ce soit le deuxième succès de Yellow en termes de vente. Oh, il y a toujours ça. Ah, il y a toujours la petite pince. Voilà. Indispensable. Alors, les changements qu'on va retrouver dans ce jeu. Les changements principaux se trouvent... tu t'es mis beaucoup de trucs dans le nez, quand même. Non. Cette émission. Sur le nez, pas dans le nez. Sur le nez, pardon. Donc nous avons toujours deux équipes, l'équipe des bleus, l'équipe des rouges, ça ne change pas, jusque là c'est assez classique, il me manque un rôle, forcément il est ici, exactement. J'ai le nez qui picote. Et nous avons une troisième équipe, maintenant, il est tout seul, c'est Shadow. Les bleus gagnent s'ils désamorcent la bombe, les rouges gagnent si la bombe explose ou si on arrive à la fin du temps, et Shadow gagne si c'est lui qui désamorce la bombe ou si c'est lui qui fait exploser la bombe. Ok. Donc Shadow en fait, du côté rouge, mais ben non, il est dans les deux. Il est dans les deux Ouais. parce que il faut qu'il fasse la dernière action et si c'est lui qui enclenche la dernière action, que ce soit de faire exploser Ah oui, parce qu'il ou peut faire de exploser. désamorcer, en fait c'est lui qui l'emporte. Donc il a vraiment ce côté, il crée vraiment cette discussion de, on est persuadé qu'on est tous les deux bleus. Il n'y a plus qu'à aller couper le dernier film et c'est le moment en fait où je doute de toi parce que t'es peut-être pas si bleu que ça et peut-être que tu es Shadow. Donc voilà, ça va rajouter une couche de discussion. Ça, c'est le premier ajout, c'est donc ce troisième clan. Le deuxième ajout, c'est, comme s'appelle Time Bomb Undercover, sous couverture. Au début de la partie, je vais révéler à mon voisin mon identité secrète. Et là, je dis à mon voisin, regarde, je suis dans l'équipe des bleus. Ah oui, mais... D'accord. pour Mais Shadow, non. ça marche pas. Et pas du tout. Ah. Je suis un sale menteur. Oh. Et donc, bien sûr, dans l'équilibre des cartes, il y aura des rouges qui sont bleus, des bleus qui sont rouges, mais en réalité, c'est vraiment des bleus. Juste, ils sont là pour foutre le bordel. D'accord? Et Shadow décidera s'il veut présenter son côté bleu ou son côté rouge à son voisin. Donc, et ça, c'est une information comme elle est visible. Enfin, elle est visible. On peut bien sûr mentir sur ce qu'on a vu, mais on a donné une part d'information. Combien est-ce qu'on a vu de bleu autour de la table? Combien est-ce que voilà? Enfin, on peut bien sûr donner ces informations. Ça, c'est une première information. C'est le deuxième apport du jeu. Subtile différence qui permettent aussi de douter de ses voisins. Ouais, et surtout, ça crée plus rapidement de la discussion. Quand au début, on coupe un peu au hasard, on sait pas trop. Là, il peut tout de suite y avoir un peu une notion de déduction qu'on peut essayer de mettre en place en fonction de qui a vu quoi. Et enfin, le dernier ajout, Time Bomb est un jeu qui se joue en 4 manches. Et maintenant, nous allons voyager à travers les manches. On va piocher une carte au hasard dans chaque manche. Et quand la manche commence, on révèle un petit effet qui va être une règle, qui va venir modifier les règles classiques, entre guillemets, du jeu Time Bomb, en venant rajouter une petite subtilité. Et on va retrouver un petit peu là-dedans, on s'est amusé à mettre des lieux emblématiques des films d'espionnage, puisque c'est aussi une des choses du jeu, c'est qu'on change d'univers. Le premier Time Bomb était dans un univers un peu steampunk, et là on se retrouve un peu dans les univers films d'espionnage anglais, limite version série B, enfin ouais, ce genre d'univers graphique un peu décalé. Mais sinon, voilà, le reste, c'est du Time Bomb, c'est du jeu à identité secrète, c'est de la discussion, et puis à vous de bien mentir. Je pense que là, les gens ont parfaitement compris si ce jeu leur correspond ou pas. Qu'est-ce qu'on conseille en tant qu'éditeur? Est-ce qu'il faut commencer par celui-là? Est-ce qu'il vaut mieux commencer quand même par le premier? Je pense qu'il vaut mieux quand même commencer par le premier, parce qu'on a fait le choix éditorialement de ne pas mettre les règles du premier dans celui-là. Donc techniquement, vous avez le matériel. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît le jeu Time Bomb et qui aura un Time Bomb qui est abîmé, ne rachetez pas le premier, à la limite, achetez celui-là. Et il vous faut juste la répartition. Vous allez sur Internet, vous êtes pas tout bête, vous regardez la répartition des rôles et vous pouvez jouer comme si vous jouiez avec le premier. Donc techniquement, c'est plus du complément. C'est un peu plus sympa pour des cadeaux. La boîte est un petit peu plus grosse, ce genre de choses. Mais voilà. Mais sinon, si vous connaissez pas, commencez quand même par le premier. Si vous avez pas aimé Evolution, et ben c'est peut-être l'occasion de relancer Time Bomb avec d'autres petits changements. Donc voilà. Là, il est très orienté sur la discussion et sur la déduction qu'on va faire au niveau des autres joueurs avec ce rôle en plus et ces éléments tangibles qu'on pourrait essayer de compter en fonction de qui dit la vérité et qui ment autour de la table.
L'un des grands succès de Yellow, c'est Time Bomb. Nouvelle boîte, c'est Permis de mentir. Non, c'est Undercover. C'est Undercover et la Ça, petite c'est tagline, c'est Permis de mentir. Alors, l'avantage Cities. de travailler dans le monde du jeu, c'est que de temps en temps, j'en croise un petit peu en avance. Et celui-ci, devinez quoi, j'y ai joué. J'y ai joué pourquoi? Parce que Phil Walker Harding et Steve Finn, ce sont des auteurs que je connais bien et à côté desquels je ne passe pas sans m'arrêter nécessairement. Et un nouveau jeu de ces deux auteurs-là, j'ai envie d'y jouer. On construit une ville, j'ai envie d'y jouer. Il y a des trucs dedans. J'ai envie d'y jouer. C'est un jeu, j'ai envie d'y jouer. Ça partait sur un truc qualitatif. Et puis là, ça Et finit ben, en n'importe craque. quoi. Non, on va construire sa petite ville et on a des tuiles avec de la géographie dans ce jeu. Exactement. On a sa petite géographie, donc en fait, on va partir déjà, on va choisir quelle ville on va aller visiter. Donc, allons visiter Lisbonne. Il y en a 6 dans la boîte, différentes. Et donc, on est sur un petit placement d'ouvriers. Avec un plateau central, mais qui ne va pas servir tellement à jouer, c'est le plateau sur lequel on va faire nos choix. Oui, c'est nos plateaux pour faire nos choix. Donc, on va avoir des tuiles pour construire son petit paysage devant soi. On va avoir des cartes objectifs parce que une grosse partie des points de victoire sont soit avec les cartes objectifs que l'on cumule devant soi, Ça, c'est la version anglaise, mais évidemment, le jeu est en français, Oui. il va arriver en français. bien entendu, et soit avec des objectifs communs. Donc il y a une petite course aux objectifs où on va être le premier à réaliser. Pour chaque ville, c'est différent. Et donc on va construire son petit paysage et on va construire son plan d'urbanisation. On peut faire des parcs, on peut faire des zones de villes, des zones de rivières. Et on va pouvoir, même si je me positionne ici, tac, construire nos petites maisons que l'on peut empiler l'une sur l'autre. Ouais, t'as fait n'importe quoi, mais sinon c'est pas mal. Ouais, c'est- Sur le positionnement, Oui, plus comme ça. Alors effectivement, c'est un jeu dans lequel le système central de jeu est ultra simple, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on va prendre une zone de bâtiment, on va prendre un petit élément comme celui-ci pour aller agrémenter nos villes, je sais plus comment ça s'appelle, une tuile de base, une petite carte, on va prendre un de chaque. Mais à votre tour, vous allez choisir lequel vous allez prendre en fonction aussi des attentes de vos adversaires. Il faut analyser le jeu des autres. Si vous voyez que, oh là là, cette tuile-là, il vous la faut absolument à cause des objectifs et que c'est celle qui vous correspond le plus, et que d'autres joueurs risquent de la prendre parce que ils semblent très intéressés autour de la table, peut-être que c'est là qu'il faudra aller en premier, et sauf que, en allant là, vous laissez la possibilité aux autres de prendre d'autres éléments qui vous intéressent aussi. Ouais. Le choix, Il y a l'embarras vraiment- du choix. Il y a En fait, vraiment c'est- des choix par ligne qu'il faut faire. Il faut vraiment prioriser la ligne parce que la dernière ligne sur laquelle on va aller, forcément, il n'y aura plus que un ou deux choix. Bah oui, et il y en aura une. Mais il y aura une on dernière. aura forcément un de chaque. C'est au final catégorie. assez classique dans la construction de sa ville ou de son tableau, mais il y a vraiment ce stress un petit peu qu'on se met en mode allez, je vais là en espérant que ce soit encore disponible après, puis au final on se le fait piquer. Parce qu'on sait, enfin, pour moi, le cœur du jeu, il est là. beau ici, quoi, dans cette prise de risque qu'on a à attendre ou pas, Et c'est- en fonction de nos priorités. Ultra simple à expliquer. Là, on est vraiment dans un jeu Il y a assez accessible. 2 pages de règles. Vraiment. Ouais. Ouais, mesdames et messieurs, est-ce que c'est pas un argument de vente en soi? La simplicité, ça a du bon. Ouais, ouais, Oui. c'est simple avec plein de petits choix. On va- hop, Petit alchimiste. Donc les petits alchimistes, c'est... Alors là, c'est la version anglaise de ce jeu-là pour l'instant sur le titre, mais encore une fois, il y aura une version française, et surtout, je vois Mathius Cotry, et je crois que c'est le même auteur que Alchimiste. Exactement, c'est le même auteur que Alchimiste, et il voulait vraiment pouvoir faire jouer ses enfants à Alchimiste, mais Alchimiste, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un assez gros expert de déduction. Et donc là, c'est vraiment pas à pas apprendre la déduction, où on va être des alchimistes et on va faire des potions. Donc on a toujours nos gros paravents et on va toujours mettre 2 ingrédients et ça se joue avec une application. C'était déjà le cas du jeu. C'était l'un des tout premiers jeux qui utilisait une application. Il y avait un côté magique pour savoir si notre potion était réalisée ou pas. On avait le petit plateau individuel, on était caché derrière son plateau, on regardait avec l'application. Il y en a eu plusieurs. Hein. Ouais. Chez CGE, ils se sont souvent spécialisés dans ce type de jeu. C'est Avec toujours le cas. l'application. Et donc là, voilà, on a la petite application où on aura 2 choix. Soit faire une potion, donc c'est-à-dire regarder les ingrédients que l'on a, soit partager une théorie pour dire, ben voilà, cet ingrédient, il donne tel et tel type de potion. Et donc là, en fait, on est vraiment dans un jeu évolutif où
on a plusieurs types de boîtes. Donc la première partie, clairement, c'est un tutoriel, juste pour apprendre, c'est assez hasardeux. Et à partir de la deuxième boîte, on rentre déjà dans la déduction, où on va avoir d'autres... Ouais, c'est très bien rempli. Très rempli. Très rempli, ouais. Regarde si c'est rangé, parce que là, c'est une boîte... Oui, vous avez des boîtes à l'intérieur, ouais. On voit toutes les boîtes, si on enlève tout ce qu'il y a dessus. Ouais, on va tout enlever, mais il y a plein de petites boîtes à l'intérieur qui seront ouvertes au fur et à mesure. Voilà, en fait, et à la fin des parties, on va gagner des... Donc c'est vraiment un jeu compétitif où on essaye de faire le meilleur score et de gagner le plus d'argent, de fabriquer le plus de potions du bon type demandé au moment clé, mais aussi de faire les bonnes déductions. Cet ingrédient, ça donne ça. Et après, on va gagner les petites clés qui vont débloquer toutes les boîtes. Et il y a 7 petites boîtes à débloquer. Et donc vraiment, on part d'un niveau vraiment familial à partir de 7 ans et plus. Et on arrive sur la partie 7, la boîte 7, à quasiment de l'initier plus, quoi. Ah ouais, donc c'est vraiment, on amène les joueurs de plus en plus difficiles avec une évolution vraiment progressive et où il y a vraiment chaque fois des surprises, des nouvelles règles qui et c'est pas si facile, hein. On joue la campagne et honnêtement, même pour des adultes, alors en soi, c'est le rythme du jeu qui va le rendre plus ou moins difficile, mais quand on est entre adultes et qu'on essaye d'optimiser nos coups, ça fait un peu fumer le cerveau. Alors, c'est sûr que si on se laisse juste porter, on va être dans le rythme du jeu et ça marchera très bien en famille, mais on se met juste entre adultes, c'est challengeant. Ouais. Oui. C'est Petit Alchimiste, comme ça. Les Petits Alchimistes. Les Petits Alchimistes, en version française. Voilà, qui viennent de... Nouveauté, une grosse boîte. Hein. Là, par contre, ça fait un très beau cadeau pour Noël quand on achète une grosse boîte comme ça. Et je pense que ce qu'on offre, quand on offre un jeu comme ça, l'offrez pas pour juste donner un cadeau et débrouille-toi. On offre le fait d'y jouer avec nos enfants. C'est vraiment une belle expérience, une belle campagne d'au moins 14-15 parties, je pense, parce qu'on ne débloque pas tout le temps assez de clés pour débloquer la prochaine boîte, etc. On enchaîne. La gamme classique. La petite gamme, ça c'est une nouveauté qui m'a impressionné, moi, parce que c'est vrai que, bon, naturellement, je ne vais pas acheter des jeux de cartes classiques. On a déjà plein de trucs au chalet, je peux jouer au tarot avec mon jeu de tarot, j'ai pas besoin d'acheter d'autres choses. Mais vous vous êtes fait plaisir sur les illustrateurs. Exactement. La logique de cette gamme classique, donc c'est vraiment, on parlait avant de cadeaux de Noël, donc c'est vraiment quelque chose qui peut parfaitement rentrer, alors pas que à Noël, mais dans l'idée de faire des cadeaux. On est sur des jeux qui sont ce qu'on appelle des jeux du domaine public, donc c'est des jeux qui existent depuis longtemps, c'est pas des jeux que Yellow a inventés pour l'occasion. Par contre, on a fait tout un travail de réécriture des règles. Parce que très souvent, ce genre de jeu, typiquement si on va sur internet et qu'on essaie de trouver les règles du tarot, les règles de la Scopa, on va trouver des choses qui sont très mal rédigées, très mal écrites. Et là, on a vraiment fait, en fait, on a appliqué tout notre travail, tout notre savoir-faire, entre guillemets, de rédacteur de règles à des règles, entre guillemets, traditionnelles pour les rendre les plus compréhensibles possibles. Donc on n'a pas modifié les aspects du jeu, on garde vraiment tous les aspects des jeux, mais avec tout un travail de réécriture. En plus de ça, on a fait appel à différents illustrateurs et illustratrices, donc chaque boîte est illustrée par un illustrateur et une illustratrice différente, où là, pareil, on essaye de rester dans les codes de ce que sont les illustrations en fait un peu traditionnelles de ces jeux, mais retravaillées, revisitées par le talent de ces différentes personnes. On a Charlène Ingouf, Massimiliano Nigro, Anna Gouchina, Maurice Barthélémy, Oriane Dirler et Sébastien Ferraud. C'est ça. C'est ça. L'idée, vraiment, c'est de vous faire découvrir des jeux qui viennent de différents pays. Le tarot, certes, c'est très français. La réussite, il y a un côté un peu français, on connaît déjà un petit peu. La Scopa, c'est quelque chose qui est très présent en Italie. Alors, il y aura différentes règles de Scopa, on trouvera des Scopa aussi en Espagne, etc. Donc là, on a fait ce choix-là. Ce qui veut dire balayer, Scopa, si je me trompe. Enfin, peut-être je me trompe complètement parce que je parle absolument pas italien, mais j'avais une encyclopédie des jeux et je me souviens de l'illustration. C'est possible, tu m'apprends quelque chose. On a le Koi qui vient plus du Japon. Alors, tous sont des jeux de cartes, justement, sauf le Koi. On va en profiter pour l'ouvrir, qui lui va être avec des petites tuiles. Oui. Voilà, pour pouvoir jouer. Donc ça c'est important aussi de montrer le matériel un petit peu différemment. Joli, hein. Et juste pour le côté caution historique, tous ces jeux ont été faits en partenariat avec le musée de la carte de Issy-les-Moulineaux. Donc il y a une petite partie historique dans le livret pour vous raconter un petit peu l'histoire du jeu. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur quelque chose qui peut faire cadeau, un petit peu découverte, un petit peu je me plonge dans la culture des jeux traditionnels.
On a lancé 4 jeux tout de suite, il y a juste 2 réussites. Voilà, si vous êtes un fanat de poker, vous pouvez nous acheter les réussites juste parce que ça fera un jeu de 52 cartes et ce sera très bien. Mais sinon, voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer de nourrir potentiellement avec d'autres jeux encore, d'autres pays par la suite, en fonction du succès de la gamme. Petites informations, je cherche si j'ai dit n'importe quoi, ce qui est fort possible. Vous savez, je dis toujours un peu n'importe quoi à un moment dans une vidéo, mais je retrouve pas. Ah si, regarde. Ces 2 jeux ont un point commun de mettre à découvert sur la table des cartes qu'il faut ramasser avec d'autres cartes de même valeur. Scopa signifie balai en italien. C'est beau. C'est beau. On parle italien surtout. Je pense que si je parlais italien, j'aurais pu valider tout de suite. Parce que c'est pas extraordinaire de pas parler la langue. Donc voilà, on est très content du travail qu'on a réalisé là-dessus. On les trouve très beaux. Voilà, on se jette des fleurs de temps en temps, c'est important. Et puis on espère que ça plaira. Et effectivement, tu m'as dit, il y a beaucoup de pages de règles sur le tarot. On s'imagine pas à quel point nos grands classiques parfois sont plus complexes que les jeux que l'on sort. Et effectivement, on finit à la page 30 pour les variantes. Ouais, ça a 28 pages parce qu'il y a la petite partie historique, donc ça fait 28 pages de règles pour apprendre le tarot, mais c'est des petites pages. Des pages. Voilà. Et puis vous connaissez, et puis la plupart des Français normalement connaissent déjà les règles du tarot. Exactement. Voilà. Et à l'envers, ça fait rota. Très bien. Il faut que je vérifie ça aussi. Tu penses que c'est écrit dans le petit livret ou on est bon? Oh, c'est-y un bon jeu? C'est-y Tout le monde va le faire, mais je suis le premier. Donc Après, ça devient has-been, on n'avait plus le droit. SETI, la recherche de l'intelligence extraterrestre, donne lieu à un jeu. Là, c'est la version prototypale que je vous montrais. Ça sort ici en fin d'année. Ça sort pour Essen, pour CGE, et pour nous, ça sortira, je pense, début novembre, le temps de traduire. On n'est pas obligé de se ruer sur la version anglaise. Non, mais c'est surtout que c'est produit avec CGE. Ils produisent tout leur contenu en République tchèque, et du coup, c'est très rapide pour eux. Donc, ils se donnent un délai vraiment très long pour imprimer les règles. Oui. Et nous, du coup, le temps de traduire, on aura un petit mois d'écart. Voilà. Alors là, on est sur du gros jeu. Comme le propose chaque année, il y a un gros CGE, c'est celui-ci. Oui. Pour moi qui suis un peu l'actualité de la fin d'année et qui regarde les listes des uns et des autres, que ceux qui disent voilà, sur la fin d'année, il faudra absolument que je prenne celui-ci, souvent. Il y a SETI dans la liste. Oui, donc là on est vraiment sur du gros jeu expert. Donc SETI en fait c'est vraiment un organisme qui existe réellement. Donc c'est Search for Intelligence Extraterrestre. Search for Extraterrestre Intelligence. Merci. T'as un meilleur accent que moi. Hein. Ouais. Je remarque, ce qui est bien pour travailler dans la localisation. Ouais. Et donc vraiment, on va. Donc il y a un plateau avec tout le système de solaire, qui est un plateau rotatif, où on va devoir envoyer nos sondes dans l'espace, envoyer des signaux pour voir si on a des réponses à nos signaux, pour essayer de chercher de la vie extraterrestre. On peut aussi faire allunir nos... C'est une version prototypale, mais une odeur, pardon. Je t'ai déjà pas le droit de dire ça. Vas-y, continue, t'occupe pas de moi, c'est n'importe quoi. Non, mais on doit vraiment rechercher de la vie extraterrestre, donc on peut allunir sur diverses... C'est l'odeur de brûler des découpeuses laser. Oui, c'est des découpeuses laser. Je t'aide, hein. C'était la présentation la plus sérieuse de SETI que vous auriez pu obtenir. On est désolé, on a tout donné. Je suis vraiment désolé. Ça m'évoque... En fait, tu sais, l'odorat crée des sensations. Ça m'évoque quelque chose qui n'est pas du tout les découpeuses laser. C'est un parfum d'enfance, je sais pas d'où ça vient. Il y a une odeur un petit peu de brûlé, de bois, de champignons et donc de vin, si on extrapole. Il n'y a pas de champignons dans la boîte. Il faut savoir que ça, c'est un des deux seuls. Il y a 2 prototypes qui existent au monde, et c'est un des 2, donc c'est vraiment très très prototypal, et il n'aura pas cette odeur à la fin. Mais non, mais pas du tout. C'est rigolo. En fait, ça m'évoque une odeur de sous-bois et de champignons que j'aime bien. Avec, tu sais, la rosée du matin. Tu veux qu'on débouche une bouteille de vin, peut-être? Pardon. Reprenons le sérieux de la présentation, parce qu'il y a vraiment des gens qui attendent ce jeu avec beaucoup d'importance. Et vous le voyez au matériel, tu le disais, un plateau rotatif. Voilà. On va pas le construire ici, mais on voit qu'il va y avoir de la réflexion assez inhabituelle dans ce jeu-ci par rapport à d'autres types de jeux. Tout tourne autour du soleil. Je vais pas rentrer dans les règles, parce qu'il y a 8 actions que l'on peut faire. Ça se joue vraiment avec des cartes aussi. Les cartes sont des actions plus fortes. Et à chaque fin de manche et à chaque action spécifique, vous êtes amené à tourner une des 3 parties du système solaire pour changer la map, et du coup vous n'envoyez pas les signaux vers le même système solaire, etc. Et quand vous avez ces
compétitif, mais on travaille encore une fois tous ensemble pour rechercher la vie extraterrestre. Et quand tout le monde a réussi quand on a accumulé assez de données pour la vie extraterrestre, on va retourner une des 2 tuiles disponibles, il y en a 5 dans le jeu, où on va découvrir une règle spéciale, on va découvrir de la vie extraterrestre avec ses propres conditions de scoring et tout ça. Donc il y en aura 2 dans une partie, mais 5 en tout dans le jeu. Donc. Ah oui, il y a vraiment des surprises et des mécaniques... Ça me fait envie, hein. Là, ce que tu viens de décrire, là, c'est clairement... J'ai envie d'y aller. On est sur du jeu expert, 40 minutes par joueur, donc vous attendez pas à faire ça en 5 minutes et hop, on passe à un autre jeu. Là, on est vraiment sur du Yellow expert, très expert. Très expert. Et c'est ce que les joueurs attendent aussi. On a envie d'avoir ce type de jeu. C'est le cas de SETI. C'est la bonne nouvelle pour cette fin d'année. Il y aura une version française, encore une fois. Un mois d'écart entre la parution de la version anglophone, du coup, et la version française. Ne vous ruez pas sur la version anglophone. C'est quand même plus agréable de découvrir ces jeux. Il y a beaucoup de textes, j'ai vu à l'intérieur. Il y a toutes les cartes qui sont uniques, qui représentent vraiment des bases scientifiques qui existent, avec un petit fluff aussi pour apprendre et tout ça. Donc, voilà. Donc ça sera plus agréable, traduit par vos soins. Voilà pour ce gros jeu. On passe au jeu suivant. Et on reste sur de l'expert. Ah, le Château Blanc a une suite, mesdames et messieurs, et vous êtes nombreux à attendre cette suite, puisque le jeu était sélectionné pour l'As d'Or. Il faisait partie de la petite... Mais il a gagné. Non. Il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, C'était... si, allez, il a gagné. Allez. On l'efface, on dit qu'on a gagné, vas-y. Oui, c'est vrai qu'il était en face, c'est la Familia qui a gagné, qui a remporté le prix, mais c'est... Très difficile. Pour moi, les sélectionnés, que tu as vu comme je me rattrape aux branches, les sélectionnés ont gagné en soi. Surtout que tu ne peux pas comparer la Familia avec le Château Blanc. On a gagné parce que déjà, les critiques, le succès d'Estime, et justement, comme on en a parlé tout à l'heure, de la gamme de Devir, cette petite gamme condensée en petites boîtes, c'est vraiment un gros succès pour Devir, un gros succès pour nous, et on est tous gagnants de toute façon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non, mais pour la catégorie expert des As d'Or, c'est 3 gagnants et après on choisit, parce qu'ils sont souvent incomparables les uns avec les autres, lequel aura le droit au prix derrière. Il y a effectivement un seul gagnant en finale, mais le Château Blanc c'était le plus accessible. Il a beaucoup séduit par son accessibilité, ce jeu-là. Il a droit à sa petite extension. Il sera un peu moins accessible du coup si on rajoute une extension. Donc on rajoute un petit peu de temps. En fait, dans le Château Blanc, on a que 3 manches de 3 tours. Et là, en fait, on rajoute une manche. Donc on aura 12 tours au total. Et donc ça rajoute une ressource, le thé, pour la cérémonie du thé au Japon. Avec forcément d'autres dés, les dés verts, d'autres jardiniers et d'autres plateaux personnels. Puisque même sur son plateau personnel, on se rajoute une colonne de ressources et d'ouvriers pour pouvoir aller, et même le plateau qui est un petit plateau que l'on rajoute en dessous pour les nouvelles actions disponibles. Donc pour ceux qui trouvaient que c'était trop condensé, là on rajoute un petit peu d'options. Voilà. Mais ce sera toujours aussi tendu. Ça sera toujours très tendu puisque ce n'est que 12 tours avec encore plus d'options. Ça reste la marque de Château Blanc. Ça semble facile sur les règles et au final, à la fin, on s'est planté dès la deuxième action. On peut y jouer de deux façons. De toute façon, soit comme ça, mais on risque de pas optimiser ses coups. Et après, celui qui arrive à penser 2 ou 3 coups à l'avance, forcément arrivera mieux à s'en sortir. Ok, donc Château Blanc, Matcha, nouvelle première extension pour ce déjà classique, les jeux un peu experts, de la gamme expert en tout cas, de Yellow. Le jeu suivant sont 2. Ouais, ils sont 2. Non, mais ils sont 2 parce que c'est potentiellement le début d'une gamme. Alors je dis potentiellement le début d'une gamme, c'est parce que bien sûr ça va dépendre de si vous, joueurs, vous l'appréciez et si vous les achetez en masse. Je connais ce nom d'auteur. Voilà. Et exactement, on l'a vu juste avant, Quentin Schumacher, comme tu le disais si bien. Hein, c'est illustré par Crocotam magnifiquement, parce que j'ai flashé sur les illustrations de ce jeu sans regarder le nom des illustrateurs. Crocotam, on les connaît, maintenant on a l'habitude de parler d'eux assez régulièrement dans nos vidéos, et à chaque fois qu'ils signent un jeu, je suis impressionné par leur palette. C'est jamais la même chose. Ils font vraiment ça très bien. Alors pour le coup, là, leur travail d'illustration va se limiter à la boîte, parce qu'on est sur un jeu qui est un petit peu dans cet esprit des livres dont vous êtes le héros. Donc c'est-à-dire que dedans, il va y avoir en réalité que très peu d'illustrations, puisque on a fait le parti d'être sur un... C'est pas facile à expliquer, donc c'est du livre dont vous êtes le héros, vous le mettez dans votre poche, il y a un parti pris vraiment de la simplicité, et surtout c'est de la narration entre guillemets minimaliste. On va prendre un exemple, mais je pense que celui-là est mieux juste pour prendre un exemple, c'est pas que je vais pas montrer celui-là, mais il est plus évident à montrer tout de suite. Donc on a les quelques pages de règles
qu'on lit, ça nous explique comment jouer, et ensuite, notre aventure commence. Dans celui-ci, le but c'est de retrouver un trésor. Debout. Tu te réveilles ou tu râles? Qu'est-ce que tu préfères? Pardon, je sais pas, je me réveille, moi Tu je te râle réveilles. jamais. Et donc, on a le sens de la carte, on va juste se contenter de retourner. Ça nous dit d'aller en numéro 2, au travail. On arrive sur le numéro 2, on est dans la cale. Dans la Ouais. cale, tu préfères fouiner ou tu préfères monter? Ah, moi je fouine un peu. Toi, t'es du genre à Je suis fouiner, du genre à donc fouiner, pareil, je suis un fouineur. on retourne et nous allons dans la réserve. Donc, on saute une carte. Ah, nous venons de trouver une bouteille. Tu préfères la garder ou tu préfères la boire? Ouh, moi je suis craintif. Je bois pas de ma vie à chacune des cartes. Je la bois pas direct si tu veux, j'ai un peu de doute. T'es plutôt, tu la gardes? Bah, je me demande si c'est pas une bouteille de camionneur, tu sais, cette fameuse bouteille qu'on voit. J'ai pas la moindre idée. J'ai jamais compris pourquoi les c'est vrai que- camionneurs jettent leur jus d'orange par la fenêtre systématiquement et que tu vois sur le bord de l'autoroute des bouteilles remplies de jus d'orange. Pourquoi ils les boivent pas? Est-ce qu'elles sont périmées? Qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un peut m'expliquer. Donc, tu préfères garder. Oui. Allez. Donc, je retourne. Tu viens de gagner du rhum. Ah, est-ce que Là, c'est pas bien t'as un joué? petit symbole. Alors, bien sûr, les petites règles, vous expliqueriez ça au début. On va pas aller au bout de l'histoire parce qu'on va pas vous spoiler le scénario, ce serait un petit peu dommage. Mais voilà, on est vraiment sur cette logique très simple de livre dont vous êtes le héros. Vous avez juste quelques petits choix. Il y a des fins alternatives, une fin qui vous récompense. Et les objectifs vous sont donnés dans les petites règles. Voilà, vous avez là. Donc vous avez les différentes choses que vous pouvez tenter d'obtenir. Un premier scénario dans un univers de pirates à la recherche d'un trésor. Un deuxième scénario qui se passe plutôt autour de la fête des morts au Mexique, où là la spécificité, on va juste montrer la spécificité et on n'ira pas plus loin, mais ça montrera bien un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler la gamme malgré le fait que ça semble très très simple. Pareil, les petites règles, on fait notre mise en place et cette fois-ci nous jouons Carmen. Ça va pas dans le bon sens, si on va le mettre juste comme ça, juste pour l'exemple, qui doit retrouver Carlos, et on joue avec 2 decks, et il y a des moments les decks sont bloqués, et donc il faut réussir à être au bon endroit, au bon moment, pour que Carmen et Carlos se retrouvent entre la vie des vivants et bien sûr le monde des morts. Voilà, donc Mais c'est super élégant comme jeu. deux premiers scénarios. Là, tu sais que tu en as vendu pas mal. Juste en le montrant, le Eh jeu, ben, il y a quand même pas mal de personnes qui vont craquer. Je regarde Voilà. votre liste, hein. N'oubliez Voilà. pas de nous faire la liste dans les Et on commentaires est de la vraiment vidéo. sur l'idée, enfin c'est pour ça que je disais qu'on est sur une petite boîte, etc. C'est un petit prix, on sera sur un jeu à 6,50 €, donc c'est vraiment, je le prends, je peux y jouer parfaitement dans un train, ce genre de choses, je découvre les différentes fins, je le passe à mon pote qui y joue, voilà, enfin, le plaisir de découvrir des histoires, et on espère qu'on pourra vous en faire découvrir d'autres avec l'évolution de la gamme dans le temps. J'avais pas prévu de prendre le tram, mais du coup, je vais regarder. Je sais pas où je vais aller, mais il faut absolument que j'y joue. Donc, Voilà. Alors, on peut jouer, si on est plus nombreux et pas dans le train cette fois-ci, à un jeu qui prend un peu plus de place et qui demande plus de joueurs autour de la table. On en a beaucoup entendu parler, c'est The Gang. Et c'est une localisation, celui-ci. Localisation de Cosmos, nos partenaires allemands. Sur The Gang, on est sur un poker coopératif. Et là, c'est surprenant parce que le poker n'est pas du tout coopératif, c'est Ouais. chacun pour soi. Mais cette fois-ci, il va falloir deviner, à la manière du poker, quelles sont les mains de vos partenaires de jeu sans qu'ils puissent vous les montrer. Exactement. Avec, à la place de miser de l'argent, Je sais on pas va s'il faut l'ouvrir devoir... parce que ce sera pas... Si, on peut l'ouvrir, c'est juste que c'est... Voilà, c'est juste du que- prototype, ça C'est colle. juste que c'est breton, c'est serré. c'est un coffre-fort, voilà. Ah. Une fois que vous l'avez ouvert... Donc vous avez des cartes de poker à l'intérieur, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas le poker, des classements, des combinaisons. C'est relativement accessible, vous pouvez assez vite y aller, même si c'est un vrai avantage d'avoir l'habitude de classer les cartes. Le poker, c'est un jeu dans lequel on doit avoir les classements très très bien positionnés en tête pour pouvoir savoir si notre main est bonne ou pas bonne. Et c'est un jeu aussi, le poker, je parle du poker de base, dans lequel le moindre indice, le moindre mouvement d'un adversaire, la moindre mise d'un adversaire peut révéler des informations sur sa combinaison de cartes. Et je crois que c'est ça le centre du jeu, c'est justement tous ces petits indices, cette façon de jouer. C'est justement pour ça que même s'il y a des gens autour de la table qui ne connaissent pas le poker, en fait, toute la magie du jeu, c'est de s'adapter à sa table et de savoir communiquer et apprendre. Ah, pour toi, en fait, c'est pas si bon, mais moi, je pense que du coup, j'ai une meilleure main, etc. Donc, en fait, le but du jeu, ça va être d'essayer de communiquer autour de la table, mais sans parler, en prenant des mises. Donc, pour connaître le poker, on va commencer avec tous 2 cartes en main. Oui, on va pas réexpliquer le poker là, Ouais, mais du coup, en fait, sur ces premières 2 cartes, on va devoir évaluer.
Oui, et ça Donc- c'est assez classique dans le poker. On sait que la plus mauvaise main, par exemple, c'est le 2-7. Voilà. Donc si on a un 2-7, bon, bah, on est Voilà. parti sur l'idée que ça va pas être formidable. Voilà, donc moi j'ai un As Valet, je Ça a pense l'air que c'est super. une bonne carte, donc je vais prendre le jeton le plus haut Ouais. pour dire aux autres, et je pense que quand même c'est moi qui ai la meilleure main autour de la table. Moi j'ai une figure, je sais pas trop ce qu'elle vaut, Mais moi, mais j'aurais même couleur en plus, donc c'est plutôt pas mal. Mais J'aurais une plutôt figure. tendance à me dire, ah, on est au milieu, peut-être Ouais. que je prends la deuxième, je suis pas sûr, mais je ne sais pas ta main, donc je vais hésiter un peu, je vais te laisser un peu de temps, on va voir si tu réagis avant moi. Moi, je me dis quand même que j'ai 2 couleurs identiques. J'ai envie de tester la qualité de sa main, donc je vais lui reprendre son jeton en me Ouais. disant, ah, j'ai quand même une bonne main. Voilà. Moi j'y crois vraiment. Là, ils Donc, sont je tous les deux reprends. sur la bonne main, donc On- j'aurais tendance à me dire, bon, on bah, peut j'ai se peut-être la reprendre. moins bonne, mais d'un autre côté, c'est pas si mal comme main. Il y a aussi Mais la dans couleur. le doute, je vais prendre la moins bonne. J'aurais Ouais. tort, hein, en l'occurrence, elle est un peu meilleure que la tienne. Ouais. Moi, je. Mais elle est là. voilà, selon les indications qu'on se donne, Voilà. et c'est pour ça qu'il faut donner des bonnes indications dans ce jeu-là, parce qu'il est coopératif. Donc on ne montre pas sa main, là on l'a montré, Oui. on la montre pas, et on essaye, en prenant simplement les jetons, de donner la meilleure information possible. Exact. Vous l'avez compris, j'ai joué, hein, c'est pour ça que je prends fais trop bien, la parole. Ouais, très bien, très bien. Donc voilà. Et après on va refaire des Des manches. des en manches blanc. pour essayer d'évaluer sa main. Et par contre, quand on arrive sur la dernière manche, donc quand les 5 cartes sont visibles, plus on a nos 2 cartes, il va bien falloir prendre dans le bon ordre les derniers jetons. Et si on arrive vraiment, là on révèle, si on a vraiment le bon ordre, on gagne une manche. Si on gagne 3 manches, on a gagné la partie. Si on perd 3 manches, on a perdu la partie. Il y a en plus la première variante où chaque fois que l'on gagne, on va avoir un petit malus qui va nous rendre la chance un peu plus difficile pour la prochaine. Et si on en perd une, on a un petit bonus qui ne s'applique que pour la manche prochaine. D'accord. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir aussi niveler le niveau de difficulté en le rendant plus ou moins difficile, en ne jouant par exemple qu'avec ça. Voilà, sachant qu'en fonction aussi du nombre de joueurs, Ouais, j'ai envie de dire que le meilleur. Enfin, la meilleure chose pour niveler la difficulté dans ce jeu, c'est d'augmenter les joueurs. Oui, Plus il y a ouais. de joueurs, plus le jeu est plus difficile. c'est dur. Oui. Parce que quand on a par exemple quand on a rien, mais qu'on a tous rien, ben, qui Qui a le moins rien. Ouais. Ça c'est le plus difficile. Quoi. Voilà, donc Voilà, je donc gagne. très subtil, ça va évidemment plaire aux joueurs de poker, mais pas que. C'est beaucoup plus accessible puisqu'on joue tous ensemble. Oui. Qu'un jeu de poker, c'est beaucoup moins long. Surtout, les parties sont ultra rapides. Ouais, c'est très addictif. Il y a un côté Ouais. très addictif, on veut rejouer. Parce qu'on a perdu, mais qu'on se dit c'est bon, maintenant on a compris comment communiquer. Donc, Dans nos groupes de joueurs, ça, pendant les festivals, enfin les salons plutôt, où les rencontres entre joueurs où il était présenté, c'est vraiment le jeu qu'on a vu tourner en boucle. Et dont on a énormément parlé sur cette année 2024. Ça y est, il va enfin sortir. En décembre. En décembre, il Peu arrive. de patience. Exactement. Voilà. Et nous avons Guilty, on n'en a pas parlé de Guilty. on a sauté Guilty. Ben, Tu j'ai as bien été l'impression passé qu'on au a programme sauté Guilty. Hein. Je l'ai pas vu. Non, il arrive début de l'année. C'est début d'année. Ah, donc là, on passe au début de Ouais. l'année, on passe aux exclus. On passe- Ah, on a des exclus, mesdames et messieurs. Est-ce que vous voulez des exclus? Répondez derrière votre écran. Guilty, alors ça, c'est une gamme de jeux d'enquête qui a une Exactement. réputation déjà maintenant. Ouais, c'est une gamme, exceptionnel. c'est une gamme de jeux d'enquête plutôt orientée, je dirais pas expert parce que la règle n'est pas difficile. Par contre, vous vous lancez dans un jeu d'enquête qui va durer entre 3 et 4 heures, Waouh! sur lequel vous pouvez faire des pauses, mais il n'y a pas de système de sauvegarde. Donc c'est vraiment, on joue la partie plutôt d'une traite et je vous conseille de la jouer d'une traite. Le Pour Bordeaux, c'est bien pour vraiment profiter. Il y a le 3e épisode qui va sortir qui va être Fontainebleau. Je vais en prendre juste un tout petit moment pour 1543. présenter un tout petit peu la gamme. Donc le premier, Guilty Houston, est autour d'une affaire de meurtre qui se passe dans une prison américaine pour femmes. Ça rappellera un petit peu l'ambiance Orange is the New Black pour ceux qui J'ai avaient adoré vu cette série. Moi, je l'ai bien aimé. Voilà. Le deuxième, Guilty Monaco, on est plutôt dans l'idée d'un braquage, Ouais. mais on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé au début, pourquoi on est là, sur quoi on enquête, et surtout, dans le jeu, en fait, une des spécificités mécaniques du jeu, c'est qu'il y a un système de temps qui s'écoule en fonction des actions qu'on entreprend dans le jeu. Et bien sûr, quand on arrive au bout du temps, on arrive à la résolution. Avec des résolutions qui peuvent être un petit peu différentes en fonction des boîtes. C'est toute la difficulté d'un jeu d'enquête. Je peux pas tout vous révéler. Mais la subtilité dans Monaco, c'est que vous allez voir qu'avec le temps qui passe, vous obtenez des informations par une radio. Et qu'en fonction des lieux où vous vous rendez, vous n'aurez pas d'informations par la radio. Donc vous hésiterez potentiellement à aller dans ces lieux
parce que ça pourra vous déranger. Ça sent de nouveau le champignon? Non, ça sent plein de trucs. Mais non, mais c'est marqué derrière. Ouais, alors Suivez votre flair, certaines arrive... cartes comportent des odeurs. Exactement. Est-ce que je t'ai spoilé un peu là? Non, bah tu t'as lancé, on va dire t'as fait ma transition. Ah. On arrive sur le dernier qui est Guilty Fontainebleau. Guilty Fontainebleau qui est, on va dire, quand la petite histoire rencontre la grande histoire, puisque nous sommes sur une histoire réelle. Ah. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu cette histoire et qui l'ont déjà étudiée à l'école, peut-être que vous avez une part de la résolution. Je précise que c'est une histoire réelle dont la résolution, elle, n'est pas... Il n'y a pas de théorie officielle encore. Donc les historiens se battent pour savoir quelle est la bonne résolution. Nous, on a fait un choix de résolution par rapport à des recherches qui ont été faites par l'auteur du jeu, etc. On va jouer un parfumeur, et c'est pour ça que, en fait, ce parfumeur est la seule personne qui a été emmenée par Catherine de Médicis quand elle est allée à la cour du roi. Et donc, ce parfumeur va être le personnage de cette enquête, et il va utiliser son nez pour résoudre certains éléments de l'enquête. Donc il y a des cartes. On va vraiment utiliser la Exactement. Ah là là, il y a des cartes qui ont des odeurs. Donc c'est pas une blague, c'est marqué sur le dos. Donc je vous spoil rien. Et petit spoil de la fin. Ouais. Je ne réponds absolument pas sur quelle est la fin, mais en fonction de votre fin, on vous propose une dystopie de l'histoire de France, puisque c'est un complot à la cour du roi. En fonction de comment vous le résolvez, l'histoire de France va être modifiée à cause de vos recherches. Eh ben, écoute, j'attends la 4e boîte avec impatience sur la fameuse histoire véridique de Mizu Mizu. De Mizu Mizu. C'est pas Mizu Mizu. Absolument bon, pas. Écoute, eh ben, les recherches internet. Il faudrait que tu m'expliques. Mais il y a une 4e boîte et une 5e boîte qui sont en cours de travail si on devait vraiment parler à fond de cette gamme qu'on aime vraiment beaucoup. Il faut juste prendre le temps de se plonger dedans parce que 3-4 heures ça peut demander un peu de temps, mais derrière il y a un travail de recherche de la part de l'auteur. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, son travail pour documenter les différents scénarios est vraiment impressionnant. C'est très immersif. Quand on commence, on est vraiment plongé dedans immédiatement. C'est impressionnant. Oui, bah, c'est une gamme qui vraiment a des aficionados. On l'a souvent cité, nous, sur notre chaîne. Je sais que Pénélope, par exemple, est fan. Ouais, Pénélope m'a dit beaucoup de bien de Monaco. Elle n'a pas encore joué à celui-là, alors j'imagine même pas quand elle va jouer à celui-là. Bah, elle a des odeurs. Voilà. On a autre chose en... qu'est-ce ça aussi, ça c'est un jeu dont on a énormément, nous, entendu parler, parce que nécessairement, parfois on nous parle de jeux qui ont des réputations qui les précèdent. Exactement. C'est un jeu qui s'est arraché auprès des éditeurs, plein d'éditeurs voulaient le faire. Oui. Et c'est vous qui allez le proposer. Et c'est nous qui allons le proposer, donc ça a mis un petit peu de temps à arriver parce qu'on a voulu faire quelques modifications, on a voulu rajouter un compteur de points, mais du coup dans Régicide on est sur un jeu de 54 cartes où on va devoir essayer de battre toutes les figures. Donc d'abord tous les valets, puis après toutes les dames, puis après tous les rois. Et si on arrive au bout, ben on a gagné, c'est coopératif, de 1 à 4 joueurs. Et donc là, en fait, on a eu les droits pour plusieurs pays, donc c'est pour ça que c'est une version multilingue. Mais vous avez eu le droit de le modifier, parce que moi j'ai discuté avec des éditeurs qui nous ont dit on voulait le faire, mais on nous a interdit de modifier. C'est des modifications mineures, c'est juste un ajout de compteur. Donc voilà. D'accord. Donc c'est vraiment, on a ajouté ça. D'accord. On a ajouté le compteur pour pouvoir s'y retrouver. Il y a une application, mais nous on préférait aussi voilà, parce que c'est vrai que des fois c'est dur de se rappeler combien il lui reste de vie, combien il va nous attaquer, etc. Parce que chaque figure va nous attaquer à la fin de notre tour si jamais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc c'est vraiment très prenant. Chaque couleur a un pouvoir spécifique et on rentre dedans très facilement. Voilà, et du coup c'est un nouveau partenaire, donc Badger from Mars, qui sont de Nouvelle-Zélande. Exactement. Ils viennent de très loin, c'est pas Devir qui fait la version en fait, d'origine. Devir c'est notre partenaire pour la version italienne, c'est celui qui va distribuer la version italienne de Yellow, puisqu'on a les droits pour la France, l'Italie et l'Allemagne. Voilà. Donc, alors celui-ci, il a une réputation. Moi, j'y ai pas joué, je peux pas vous en parler davantage pour l'instant, mais il a une réputation de dingue dans le monde du jeu. Ça a été le Graal pendant un petit moment. Les éditeurs en parlaient sous le manteau en disant celui-là, on essaye de l'avoir, mais c'est compliqué. Et donc, bravo de l'avoir obtenu. J'ai hâte d'y jouer, de vous en reparler plus en détail. Ça, on est dans de l'avant-première. C'est pour 2025, c'est ça? Tout début 2025, ouais. Peut-être ça arrivera en décembre, mais je pense qu'on le sortira pas avant janvier, ou peut-être on attendra Cannes, voilà, à peu près janvier ou Cannes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout annoncé pour le moment. Ce sera du Medical Mysteries, ça va être aussi... J'ai jamais entendu parler de celui-ci. Je découvre des trucs là pendant la vidéo.
Donc là, en fait, c'est un jeu d'enquête où on va recevoir un patient. Donc dans la boîte, il va y avoir un tutoriel et 4 patients. Et chaque patient, il va falloir essayer de survivre la nuit. Donc de lui proposer de le faire survivre la nuit. On ne joue pas le patient, on joue l'équipe de médecins qui accueille ce patient. On va avoir plusieurs choix avec est-ce qu'on peut lui faire des analyses, on va avoir un peu son background, on va avoir ses statistiques, quels sont ses symptômes et tout ça. Et grâce à ça, et grâce à des petits carnets qui expliquent à peu près à quoi correspondent ces analyses et tout ça, on va vraiment devenir l'espace d'une heure un docteur pour essayer de sauver la vie de son patient. Docteur et enquêteur, du coup, parce qu'il y a un côté... c'est un peu un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête, mais vraiment sur une thématique... rigolote. Prenez voilà, comme vous voulez, moi, ça me fait rigoler. Jamais vu, voilà. Mais après, du coup, il y a ce petit côté stressant quand il y a des urgences qui arrivent et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Vite, on lit. Et vraiment, on a trouvé ça très immersif. Et on a voulu le proposer. Du coup, ça arrivera début d'année prochaine avec 4 patients. Et c'est vraiment... 4 patients. C'est les niveaux de difficulté. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas de niveau de difficulté. On sent qu'il peut y avoir 4 cœurs. Et il n'y en a pas des niveaux 4. Peut-être pour plus tard. C'est notre partenaire. C'est un partenaire des Pays-Bas, du coup, Identity Game. On commence avec eux. Ouais. Et ils ont déjà travaillé sur une deuxième boîte. Avec le niveau 4. On travaille sur une démo. Et chaque boîte, il y a des petites surprises en plein d'idées et tout ça. Donc on va voir comment va être accueilli. Et bien sûr, il est nullement utile d'être calé en médecine pour pouvoir jouer au jeu. Ah oui. Et je le précise au cas où, parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir des jeux policiers dans la déduction. Ouais. Et là, en fait, on change un petit peu d'univers et on se retrouve dans l'univers un peu des recherches de maladies, etc. Donc on change de cadre, mais on va dire les codes restent les mêmes. Pas besoin de maîtriser la médecine. Et pour Régicide, est-ce qu'il y a besoin d'avoir tué un roi? Non, il faut être roi par contre. Il faut être roi. Mais on le précise sur la boîte quand même pour Medical Mysteries que ce ne remplacera jamais un médecin, qu'il ne faut pas prendre ça pour un médecin. Alors on préfère être clair. Vous avez peur du procès. Ça reste un jeu. Ne vous soignez pas avec le jeu. C'est un petit peu comme aux États-Unis, ne mettez pas le bébé dans le micro-ondes, ne soignez pas votre grand-mère d'après ce que dit Medical Mysteries. Non, mais on a pris la décision, et même tous les partenaires, donc c'est aussi Cosmos en Allemagne qui le fait, et Devir ont pris la décision de ne pas prendre de risques avec ça, pour que ça reste un jeu et ludique, et c'est fait en consultation des médecins, mais ça ne remplacera jamais la vie d'un médecin. On a un dernier jeu pour la route, c'est ça? C'est le dernier? Ouais, on a un petit dernier. Et là, on finit en apothéose, parce que c'est une création interne. Je crois que c'est un des premiers jeux sur lesquels tu as travaillé, toi, en tant que responsable chez Yellow. Parmi les autres, ouais, mais c'est celui où on a malheureusement loupé les Sabliers d'Or, parce qu'on a préféré le retarder parce qu'on pensait qu'il n'était pas tout à fait prêt pour être montré, et donc on s'est dit si déjà qu'on vient te voir, on te donne un peu l'exclusivité de te le présenter. Alors présentons-le en exclusivité. Donc là on est sur un jeu initié, on va dire ça, mais pas initié tendance expert, plutôt initié un petit peu initié famille, voilà, où on va devoir gérer son cinéma dans celui-là, et on est sur un mix entre du backbuilding, puisque vous allez accueillir vos spectateurs, et en même temps de la gestion, puisqu'on va avoir sa salle de cinéma, dans laquelle on va pouvoir améliorer bien sûr les différentes salles, on va pouvoir essayer de gagner du popcorn, c'est le but du jeu. Celui qui aura le plus de popcorn à la fin gagnera la partie. Une salle de cinéma. Bah oui, c'est ça qui est un petit peu logique. On a plein de films qu'on va pouvoir mettre à l'affiche avec des petits clins d'œil. Je pense que celui-ci tu vas l'adorer, il s'appelle Poul Poul. Voilà. Poupoule, inspiré d'une histoire vraie. Voilà. Des clins d'œil. Alors c'est clin d'œil à quoi ça, Poupoule? Non, c'est à l'univers du cinéma. Voilà. Poupoule, je l'ai pas. Mais ils viennent pas forcément tous, mais c'est voilà. Rosebud, je l'ai beaucoup plus. Voilà. Si plein de petits clins d'œil qu'on va retrouver dans les films. Au niveau mécanique, comment est-ce que ça va se passer? Je vais donc piocher mes spectateurs. Mes spectateurs, je vais les placer dans mes salles. Ils vont voir des films. Si les films sont de la même couleur que le spectateur, ça va me permettre de déclencher les actions proposées par le film. Le problème que je vais avoir par contre, c'est que au fur et à mesure des tours, les films, il va falloir que je les change, parce que comme ils vieillissent, ils deviennent moins attractifs en termes d'action
qu'il est possible de réaliser avec, donc il va falloir faire évoluer ces films. Oui, on laisse pas ces films tout le temps. Dans le même esprit, on va pouvoir développer ces salles avec plus de sièges pour pouvoir accueillir plus de spectateurs. Et là, comme vous venez de le voir arriver, il y a des sièges de couleur. Donc si bien sûr vous mettez un spectateur bleu sur un siège bleu, devant un film bleu, il va y avoir des petites combos comme ça qu'on va pouvoir déclencher sur les différentes choses qu'on va avoir. On va essayer bien sûr d'en piocher toujours plus des spectateurs aussi pour avoir toujours plus de choix sur les spectateurs qu'on va pouvoir mettre dans notre film. Il y aura une partie interactive puisque ces spectateurs, on va se les piquer entre cinéma. On pourra se raconter le film. Vous pouvez bien sûr vous raconter le film aussi à la fin, mais on va pouvoir se piquer un petit peu les spectateurs. Et voilà, et quand on arrive à la fin, celui qui a le plus de popcorn a gagné la partie. Donc vraiment, le jeu est en 2 étapes. Vraiment, la première étape qui est l'étape où on achète des films et où on améliore notre cinéma. Et la deuxième étape qu'on appelle la séance, où on va là aller piocher des spectateurs dans le sac et les placer le plus justement possible pour profiter des actions dont on a besoin. Cette deuxième partie, elle se fait simultanément. Donc on a le temps de prendre notre temps, d'optimiser, de réfléchir à où on pose nos petits personnages. Et ensuite, on arrive sur la fin de tour. Les films vieillissent, deviennent moins intéressants. Et on repart sur un nouveau tour. On va pouvoir acheter de nouveaux films, de nouvelles salles, etc., etc. C'est un jeu de gestion. Il y a des bases que vous connaissez quand même. Je me permets juste parce que quand même, on met le popcorn dans le petit. Popcorn, exactement. Dans le petit. Le sens du détail qui est toujours très important dans le jeu de société. Voilà. Et c'est un jeu qui se raconte plutôt bien au niveau des règles. C'est vrai que là, on n'a pas tout étalé sur la table, mais les règles sont assez faciles à raconter. Elles sont intuitives par rapport à la narration du cinéma. C'est pas si difficile que ça à jouer. Il y a plein de petits choix pour optimiser sa partie. Donc voilà. C'est du Yellow Expert, non là, c'est pas dans Non, on n'a pas mis un expert parce que justement c'est un peu en dessous. La règle est vraiment pas compliquée. Ça va plutôt être tous ces petits choix, comment je vais gérer tout ce que je peux faire en fait. En fait, c'est pour ça que la phase de, on va dire ce qu'on appelle la séance où on place ces bonhommes devant les films, chacun le fait dans son coin, c'est parce qu'on peut prendre le temps de réfléchir, d'optimiser. Et ensuite, on revient sur une phase un peu plus classique de qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je prends un petit peu aux autres joueurs, et où on se pique potentiellement des spectateurs parce que j'ai des films plus attirants que les tiens. Voilà, c'est notre avant-première Popcorn, on vous le présente. Voilà. Il sortira en 2025, vous connaissez la période? Il sortira, l'objectif c'est qu'il sorte à Cannes, quoi de mieux qu'un film de cinéma dans un cinéma au Festival de Cannes. C'est vrai que ça pourrait être l'événement. Popcorn, un jeu de Victor Saumon. Victor Saumon, illustré par Emilien Rotival. Et donc une création. Une création, exactement. Voilà, qui on souhaite une longue durée à l'affiche, comme on dit. À l'affiche de nos boutiques ludiques. Ça fait partie des créations. Il y avait des créations, il y a des localisations, vous l'avez vu, pour certains autres jeux. On a vu plein de choses. Il y a plein de jeux qui vous ont créé des envies, on le sait forcément. Là, il y a beaucoup de jeux qui arriveront sur vos tables. Encore une fois, n'hésitez pas à nous les indiquer dans les commentaires de la vidéo. Je regarderai avec plaisir quels sont vos choix. Moi, il y en a plein auxquels j'ai envie de jouer là, très clairement. Beaucoup de choses dans cette. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir présenté tous ces jeux. Merci pour l'accueil aussi. Oui. C'est toujours agréable de parler de nos jeux. Moi, ça me permet de vous montrer le chalet aussi. Je suis toujours ravi. Alors, tu le connaissais déjà, Gauthier. Voilà, c'est l'occasion de le montrer davantage et puis de vivre dans ce chalet, de jouer à tous ces jeux. C'est ce qu'on va faire maintenant. On a terminé cette vidéo. Nous, on va rejoindre les autres salles du chalet pour se lancer dans des parties de tous ces jeux-là. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à vous. Voilà. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. À bientôt.